J'ai invité ma famille à ma remise de prix, espérant pour une fois qu'ils soient enfin fiers de moi. Au lieu de cela, mon père a ri et a répondu par message qu'il n'allait pas porter de smoking pour regarder une simple concierge tenir une serpillière dorée. Mon jeune frère a aimé le message et a répondu que lui et sa femme étaient occupés à un dîner chic et ne pouvaient pas risquer que leurs vêtements de marque sentent l'eau de Javel industrielle. Je suis restée totalement silencieuse. Je n'ai pas discuté et je n'ai pas pleuré. J'ai simplement verrouillé l'écran de mon téléphone et je me suis préparé à exécuter le défaut de paiement de 7,8 millions de dollars sur le prêt immobilier commercial de mon frère. Cette nuit-là, pendant qu'il mangeait du bœuf wagyu et buvait du vin cher, mon père a fait défiler son téléphone et a réalisé que c'était moi qui tirais les ficelles. Je m'appelle Valérie et j'ai 38 ans. J'ai passé toute ma vie à être traité comme le secret embarrassant de ma famille. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui sous-estimait constamment votre valeur et vous traitait comme un citoyen de seconde zone. En grandissant à Atlanta, en Géorgie, au sein d'une famille afro-américaine, on nous a toujours dit que l'excellence était la seule option. Mais dans ma maison, l'excellence était un titre réservé exclusivement à mon jeune frère, Terence. C'était un vendredi soir, et la lumière de l'heure dorée se déversait dans le dressing sur mesure de mon pantouse. Je me tenais devant mon miroir en pied, ajustant les boucles d'oreilles en diamant que mon mari, Derek, m'avait acheté pour célébrer ce soir. Ce soir était censé être une étape importante. La Chambre de commerce d'Atlanta m'honorait du prix de l'entrepreneur de l'année. J'ai regardé les invitations en carton épais posées sur ma coiffeuse. Mon nom y était imprimé en élégantes lettres d'or. Valérie Washington, directrice générale de Vanguard Facility Service. J'ai senti un frémissement d'espoir familier et naïf dans ma poitrine. Malgré des années de thérapie et la construction de mon propre empire, une petite partie de moi réclamait toujours la validation de mon père. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. J'ai tapé un message rapide. Salut tout le monde, je reçois un prix d'affaires majeur ce soir au centre de convention du centre-ville. J'ai réservé une table VIP et j'aimerais plus que tout que vous soyez tous là pour célébrer avec moi. J'ai joint une photo de l'invitation et j'ai cliqué sur envoyer. J'ai retenu mon souffle en attendant. La première notification a retenti presque immédiatement. C'était mon père Vernon. Il n'a pas dit félicitations. Il n'a pas demandé de quoi il s'agissait. Il a simplement écrit « Valérie, s'il te plaît, ne te donne pas en spectacle. » Un certificat pour être une bonne concierge n'a rien d'exceptionnel. Je ne vais pas mettre mon beau costume pour te voir récupérer un trophée en plastique pour avoir nettoyé des toilettes. Garde la tête basse et fais ton travail. Les mots ont été comme une gifle physique. Mais avant même que je puisse digérer la douleur, un deuxième message est apparu. C'était Terence. Il avait réagi au message de notre père avec un emoji de visage qui rit. Puis il a tapé sa propre réponse. Désolé Serette, impossible. Claire et moi fêtons mon acquisition d'un nouvel immeuble commercial ce soir au Capital Grille. Nous dînons avec de sérieux investisseurs de la vieille fortune. Claire dit que nous ne pouvons pas risquer de sentir l'eau de Javel industrielle et le Pin-Sol quand nous les rencontrons. Tu sais à quel point son nez est sensible. Peut-être qu'on pourra se voir la prochaine fois que tu laveras les sols de ma nouvelle propriété. J'ai fixé l'écran brillant. L'audace pure de leur manque de respect m'a envahi. Pour le contexte, mon père, Vernon, était un directeur de banque de niveau intermédiaire à la retraite qui agissait comme s'il était un titan de Wall Street. Il était obsédé par les apparences et le statut. Quand j'ai décidé de lancer une entreprise de nettoyage commercial à 20 ans au lieu de poursuivre un emploi traditionnel en entreprise, il m'a dit que je faisais honte à notre lignée. Il a refusé de payer mes études et a versé chaque centime économisé à Terence pour que mon frère puisse obtenir un diplôme en immobilier et mener une vita pas accent grave l'œil. Terence avait 32 ans et vivait entièrement à crédit et grâce au soutien financier aveugle de notre père. Il conduisait une voiture de sport en leasing, portait des costumes qu'il pouvait à peine s'offrir et avait épousé Claire, une femme blanche issue d'une famille riche qui aimait faire des commentaires passifs-agressifs sur mes cheveux et ma carrière. Claire ne manquait jamais une occasion de me rappeler qu'elle venait d'une richesse générationnelle alors que je n'étais qu'une ouvrière. Ils pensaient tous que je frottais encore les sols au milieu de la nuit pour joindre les deux bouts. Ils n'ont jamais pris la peine de demander comment allait réellement ma petite entreprise de nettoyage. S'ils avaient prêté attention,
il saurait que Vanguard Facility Services était désormais la plus grande entreprise de gestion d'infrastructures commerciales de l'État. Je ne faisais plus seulement le ménage dans les bâtiments. Je possédais les contrats qui faisaient tourner toute la ville. J'avais des milliers d'employés et des contrats municipaux de plusieurs millions de dollars, mais ma famille était tellement aveuglée par sa propre arrogance et ses préjugés contre mon secteur d'activité qu'ils n'ont jamais vu plus loin que le mot concierge. J'ai relu le SMS de Terence. Il se vantait de l'acquisition de son nouvel immeuble commercial. L'immeuble dont il parlait était la Tour MEA, une propriété massive du centre-ville pour laquelle il venait de s'endetter jusqu'au point de rupture. Ce que Terence ne savait pas, c'est que mon entreprise avait discrètement racheté la dette en souffrance et les privilèges d'entretien sur cette propriété exacte. Nous étions le fournisseur exclusif de gestion des installations pour cet immeuble, et Terence avait actuellement 6 mois de retard sur le paiement de ses factures. Il ignorait le service de facturation depuis des mois, supposant qu'une entité corporative anonyme lui accorderait simplement un délai. Il n'avait aucune idée que l'entité corporative anonyme était sa sœur aînée. La sœur dont il venait de se moquer. La sœur dont sa femme ne supportait pas l'odeur. Mes mains ont cessé de trembler. La douleur familière du rejet qui suivait habituellement les insultes de ma famille s'est complètement évaporée. Elle a été remplacée par une clarté froide et vive. Je n'ai pas tapé de paragraphe colérique pour me défendre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas essayé de les convaincre de ma valeur. J'ai simplement verrouillé l'écran de mon téléphone et je l'ai jeté sur le coussin en velours de ma chaise de coiffeuse. J'ai pris une grande inspiration, lissé le tissu de ma robe de soirée sur mesure et regardé mon reflet. La femme qui me fixait n'était pas une victime. C'était une millionnaire autodidacte qui venait de recevoir l'occasion idéale de faire le ménage. La lourde porte en acajou de notre suite parentale s'est ouverte, et mon mari Derek est entré dans la pièce. Il était déjà vêtu de son smoking noir ajusté, ajustant les boutons de manchette en argent à ses poignets. Derek n'était pas seulement mon partenaire de vie. Il était le directeur financier de Vanguard Facility Services. Nous avions construit notre empire ensemble à partir de zéro, partageant chaque nuit tardive, chaque réunion de conseil d'administration stressante et chaque victoire durement gagnée. Plus important encore, il était la seule personne au monde à comprendre véritablement la profondeur des cicatrices psychologiques que ma famille m'avait infligées. Il a jeté un seul coup d'œil à mon visage et son sourire chaleureux s'est immédiatement transformé en un regard de profonde inquiétude. Il a traversé la pièce et a posé ses mains doucement sur mes épaules nues, regardant mon reflet dans le miroir. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et sa voix était une force d'ancrage dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas versé une seule larme. Il y a des années, un message comme celui envoyé par Terence m'aurait plongé dans une crise de panique. J'aurais passé des heures à me torturer l'esprit sur ce que j'avais fait de mal ou sur la façon dont je pourrais changer leur avis pour qu'ils m'aiment. Mais la femme assise sur cette chaise en velours avait dépassé son besoin de leur validation toxique. J'ai simplement pris mon téléphone, déverrouillé l'écran et je l'ai tendu à Derek sans dire un mot. J'ai regardé ses yeux parcourir le groupe de discussion. J'ai vu sa mâchoire se crisper alors qu'il lisait le mépris cruel de mon père pour ma carrière. J'ai vu l'éclair de colère froide dans ses yeux sombres lorsqu'il est arrivé au message de Terence, se vantant de son dîner et insultant l'odeur de mon travail. Derek a lentement posé le téléphone sur le comptoir de la coiffeuse. Le silence dans la pièce était pesant, mais ce n'était pas un silence triste. C'était le calme avant la tempête. Il m'a regardé et m'a demandé doucement ce que je voulais faire à ce sujet. Il savait que j'avais passé la dernière décennie à protéger ma famille dans l'ombre, réparant silencieusement leurs erreurs et absorbant leurs insultes parce que je croyais encore au concept de loyauté familiale. Mais il savait aussi que ce soir était mon point de rupture. Je me suis détourné du miroir et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai demandé l'état actuel des comptes clients concernant la Tour MEA. Derek n'a pas hésité. Son esprit était une machine de précision pour les chiffres et les données d'entreprise. Il a récité les chiffres exacts avec une précision clinique. Il m'a dit que Terence et sa société holding avaient actuellement 180 jours de retard sur leur facture de maintenance complète et de gestion des infrastructures. Le solde total impayé pour les services rendus s'élevait à un peu plus de 400 000 $. Le délai de grâce standard avait officiellement expiré à minuit il y a 2 jours. La Tour MEA était censée être la plus grande réussite de mon frère. C'était un monolithe massif de 20 étages en verre et en acier au cœur du quartier des affaires du centre-ville. Terence aimait se vanter lors des réunions de famille d'être un génie de l'immobilier pour avoir acquis une propriété aussi prestigieuse.
Mais la vérité était bien moins glamour. Terence avait obtenu un prêt commercial à fort effet de levier pour acheter l'immeuble. L'hypothèque principale s'élevait à environ 7,8 millions de dollars. Pour obtenir ce type de financement à haut risque, Terence avait dû accepter des clauses incroyablement strictes avec ses prêteurs. L'une de ces clauses l'obligeait à maintenir un statut opérationnel de premier plan et à garder tous les comptes de gestion des installations en parfait état. Tout défaut de paiement sur un contrat de fournisseur majeur déclencherait automatiquement une clause de défaut croisée sur l'hypothèque principale. Ce que Terence n'a absolument pas réalisé dans son arrogance, c'était la structure d'entreprise des fournisseurs qu'il utilisait. Il pensait avoir signé un contrat avec une équipe de nettoyage locale de taille moyenne appelée Premier Property Solutions. Il n'avait aucune idée que Vanguard Facility Service avait discrètement acquis Premier Property Solutions il y a plus d'un an. Terence jetait les avis de retard de paiement, supposant que le petit fournisseur était trop faible pour intenter une action en justice contre un riche propriétaire. Il pensait pouvoir les intimider pour qu'ils se soumettent ou les épuiser financièrement pendant qu'il utilisait le budget d'entretien pour financer son style de vie somptueux avec Claire. Il ne savait pas que la dette était en fait due à ma corporation, et il ne savait certainement pas que mon service juridique avait le pouvoir de geler son monde entier. J'ai dit à Derek qu'il était temps d'arrêter de les protéger. Je lui ai ordonné de se connecter au portail de l'entreprise et d'exécuter la clause de défaut sur le contrat de la tour EMEA. Je voulais que la pénalité maximale soit appliquée immédiatement. Derek m'a lancé un long regard interrogateur pour s'assurer que j'en étais absolument certaine. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Déposer un privilège commercial de cette ampleur déclencherait une cascade financière automatique. Cela gèlerait les comptes d'exploitation de Terence, signalerait son hypothèque principale pour un examen immédiat et alerterait le système bancaire fédéral que sa société holding était insolvable. C'était l'équivalent financier d'une frappe nucléaire. J'ai hoché la tête une fois, confirmant ma décision. Ma voix était stable et totalement dépourvue de la culpabilité qui me contrôlait autrefois. Je lui ai dit de déposer le privilège pour la valeur totale de 7,8 millions de dollars du défaut de l'hypothèque principale. Derek s'est dirigé vers sa mallette en cuir posée sur le fauteuil et en a sorti son ordinateur de travail crypté. Il l'a posé sur la table basse en verre de notre chambre et l'a allumé. La douce lumière bleue de l'écran illuminait son expression concentrée. Il a tapé ses identifiants administratifs et a contourné l'authentification à 2 facteurs pour accéder au tableau de bord exécutif de Vanguard. Je suis resté assise tranquillement sur ma chaise de coiffeuse, écoutant le cliquetis rythmé du clavier. Chaque touche enfoncée ressemblait à une chaîne qui se brisait. Derek a ouvert le portail des affaires juridiques et a navigué jusqu'à la section des comptes en souffrance. Il a extrait le dossier de la société holding de la tour EMEA. L'écran affichait une bannière d'avertissement rouge vif indiquant un impayé grave. Il a examiné l'avis juridique pré-rédigé que nos avocats d'entreprise avaient préparé il y a des semaines, juste au cas où ce scénario exact se produirait. Le document déclarait formellement une rupture de contrat et initiait un privilège commercial contre la propriété et tous les comptes de garants associés. Derek s'est arrêté, le doigt planant au-dessus du pavé tactile. Il m'a regardé une dernière fois. Il a dit, le système bancaire met à jour ses protocoles d'actifs gelés au début de chaque heure. S'il appuyait sur le bouton maintenant, le privilège frapperait les serveurs de la banque centrale en plein milieu de leur coûteux dîner de bœuf wagyu. Un petit sourire sincère a touché le coin de mes lèvres. Je lui ai dit d'appuyer. Derek a appuyé sur la touche Entrée. L'icône de chargement a tourné un court instant avant qu'une boîte de confirmation verte n'apparaisse à l'écran. Le système juridique avait officiellement commencé à traiter le privilège de 7,8 millions de dollars. Des paquets numériques automatisés ont été instantanément envoyés depuis les serveurs de Vanguard directement au registre des actes de l'État et aux divisions de conformité des prêteurs de Terence. Des rouages qui ne pouvaient plus être arrêtés étaient désormais en mouvement. Je me suis retourné vers mon miroir et j'ai pris mon rouge à lèvres rouge préféré. Le lourd fardeau d'être la fille mal aimée venait enfin de disparaître. Je prenais possession de mon pouvoir et ma famille était sur le point de recevoir le rappel à la réalité exacte qu'ils avaient passé toute une vie à mériter. À des kilomètres de mon Pentouse tranquille, l'atmosphère à l'intérieur du Capital Grille était bruyante et imprégnée de l'odeur du bœuf wagyu saisi et de l'ail rôti. Terence était assis au centre d'une banquette en cuir courbé, tenant salon comme un roi. Il portait un costume bleu marine sur mesure et faisait tournoyer un lourd verre en cristal rempli d'un Cabernet Sauvignon à 2000 $. Claire était assise tout près de lui, vêtue d'une robe de créateur en soie blanche qui coûtait probablement plus cher que mon premier camion de nettoyage commercial. Mon père,
Vernon, était assis en face d'eux, rayonnant d'une fierté absolue. La table était couverte d'entrées coûteuses, de plateaux de fruits de mer imposants et des plus fins couverts que le restaurant puisse offrir. Il ressemblait à l'image parfaite d'une famille riche et élitiste. Claire a pris une gorgée délicate de son vin et s'est doucement tamponné la bouche avec une serviette en lin blanc immaculé. Elle a ri doucement, un son aigu et léger, et a posé sa tête contre l'épaule de Terence. Elle a regardé mon père et a soupiré de façon dramatique, disant que c'était vraiment dommage que Valérie n'ait pas pu se joindre à eux ce soir, mais que c'était probablement pour le mieux. Elle a mentionné nonchalamment que les environnements haut de gamme comme celui-ci semblaient toujours me rendre terriblement mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, Claire a incliné la tête et a ajouté avec un sourire d'une douceur écœurante que mes cheveux naturels et ma façon de parler forte et peu raffinée ne correspondaient tout simplement pas à la foule sophistiquée de la vieille fortune qu'ils essayaient de séduire ce soir. Elle a lissé ses parfaits cheveux blonds et a déclaré que les ouvriers ont toujours du mal à s'adapter aux codes sociaux et que je devrais simplement m'en tenir à mes serpillères et à mes seaux, là où je me sentais manifestement le plus à ma place. Au lieu de défendre sa propre fille, mon père a hoché la tête avec enthousiasme. Il était d'accord avec chaque mot irrespectueux tombé des lèvres de sa belle-fille blanche. Il a pris une gorgée de son vin et a dit à Claire qu'elle avait tout à fait raison. Il a dit que j'avais toujours manqué de la grâce raffinée et de l'intellect aiguisé requis pour naviguer dans le vrai monde des affaires. Vernon a fièrement tapoté l'épaule de Terence et a déclaré assez fort pour que les tables voisines entendent que Terence était le seul à comprendre vraiment le poids lourd et le prestige du nom de famille Washington. Il a dit que Terence avait la vision brillante et l'ambition agressive nécessaires pour bâtir une richesse générationnelle, tandis que je gâchais mon potentiel à frotter des sols sales pour le salaire minimum. Terence a bu ses éloges comme une éponge sèche. Son torse s'est gonflé d'une fierté arrogante. Il a claqué des doigts avec assurance vers le serveur, lui signalant d'apporter une autre bouteille de leur cru le plus cher. Terence s'est penché sur la large table et a baissé la voix en un murmure conspirateur pour se donner plus d'importance. Il a dit à notre père que la tour Emea allait être le joyau ultime de son massif portefeuille immobilier. Il s'est vanté sans fin de la facilité avec laquelle il avait manipulé les prêteurs institutionnels pour qu'ils lui accordent l'hypothèque principale de 7,8 millions de dollars. Il a ri et a dit que les banquiers le suppliaient pratiquement de prendre leur argent une fois qu'ils avaient vu son plan d'affaires impeccable et son sourire charmant. Ensuite, Terence a fait quelque chose qui a rendu le désastre financier imminent encore plus savoureux avec le recul. Il a tendu la main sur la nappe blanche immaculée et a saisi la main de notre père dans un élan de fausse gratitude. Terence a regardé notre père droit dans les yeux et l'a remercié d'avoir assez cru en son génie pour signer l'acte de propriété de la maison familiale d'enfance en garantie du prêt massif. Terence a promis avec assurance que risquer la maison n'était rien de plus qu'une formalité temporaire pour satisfaire les cadres bancaires paranoïaques. Il a juré sur sa vie que l'immeuble commercial générerait tellement de revenus locatifs passifs d'ici la fin de l'exercice fiscal qu'il achèterait à Vernon un immense domaine de luxe dans une communauté sécurisée. Les yeux de Vernon se sont réellement remplis de larmes de joie. Il regardait Terence comme s'il était un sauveur financier. Il a serré la main de Terence et a dit qu'il n'avait jamais douté de son fils prodige une seule seconde. Il a dit à Terence que mettre la maison familiale en jeu valait totalement le risque, juste pour voir son fils conquérir la ville et devenir un magnate de l'immobilier. Claire a souri avec suffisance et a posé sa main manucurée sur la cuisse de Terence. Elle a dit à Vernon que ses riches parents étaient tellement impressionnés par l'ambition impitoyable de Terence qu'ils allaient enfin le présenter aux membres d'élite de leur country club privé le week-end prochain. Elle a dit que son père aimait le fait que Terence ne soit pas comme les autres hommes noirs de la ville, car Terence savait exactement comment jouer le jeu de l'entreprise et s'élevait bien au-dessus des sales luttes de la classe ouvrière. Le serveur est soudainement arrivé avec un plateau en argent massif portant 3 steaks tomahawk wagyu vieillis à sec et fortement persillés. Les os épais étaient parfaitement préparés, et la viande riche grésillait bruyamment sur un lit de pommes de terre râtes rôties et d'asperges gourmandes. Terence a coupé avec impatience dans la viande tendre et chère, riant du fait que tout ce dîner somptueux allait de toute façon être déduit comme dépense d'entreprise. Il s'est vanté auprès de Vernon de ses stratégies brillantes de réduction des coûts à la tour Emea. Il a fièrement confessé qu'il n'avait pas payé les fournisseurs de gestion des installations depuis 6 mois. Terence a traité l'entreprise de nettoyage de stupide et de lâche pour avoir continué à entretenir l'immeuble sans exiger de paiement immédiat. Il a dit que les petites entreprises ouvrières étaient trop terrifiées pour poursuivre une grande société holding immobilière comme la sienne. Il utilisait donc simplement leur main-d'œuvre gratuite pour gonfler ses propres marges bénéficiaires. Claire a gloussé et l'a traité d'homme d'affaires brillant. Il a plaisanté,
la bouche à moitié pleine, en disant que j'étais probablement assise dans un petit restaurant routier bon marché en ce moment même, mangeant un burger gras tout en serrant mon petit prix de concierge en plastique. Tous les trois ont partagé un rire bruyant et chaleureux à mes dépens. Ils ignoraient totalement l'exécution numérique qui venait d'avoir lieu à quelques kilomètres de là. Ils ont joyeusement entrechoqué leur lourd verre en cristal lors d'un grand toast à leur faux succès, à leur richesse empruntée et à leur indéniable supériorité. Ils n'avaient absolument aucune idée que tout leur style de vie luxueux était bâti sur des fondations fragiles de sable et de factures impayées. Ils ne savaient pas que je venais d'ordonner à l'océan de tout emporter. Le privilège numérique se faufilait déjà silencieusement à travers les serveurs financiers fédéraux, verrouillant leurs comptes d'exploitation, signalant leur profil de crédit et déclenchant des alarmes d'urgence massives dans les sièges sociaux des banques à travers le pays. Mais dans ce restaurant coûteux et doucement éclairé, ils continuaient de rire, de manger leur steak wagyu et de boire leur bon vin, sans se douter qu'ils mâchaient joyeusement leur tout dernier repas de gens riches. Notre Maybach noir s'est arrêté devant la grande entrée du centre de convention du centre-ville, glissant doucement pour s'immobiliser sous l'immense auvent illuminé. Un voiturier en uniforme s'est précipité pour ouvrir ma porte, et l'air chaud de la soirée d'Atlanta m'a enveloppé, portant l'odeur légère de la pluie citadine et des parfums coûteux. Je suis sorti sur le tapis rouge moelleux, et un barrage de flashs d'appareils photo a instantanément illuminé la nuit. Derek est sorti derrière moi, son smoking parfaitement taillé, et a doucement posé sa main dans le bas de mon dos, me guidant vers l'entrée. Le centre de convention avait été transformé en un palais de verre et d'or à couper le souffle. De massives bannières de soie pendaient des colonnes de marbre imposantes, affichant le logo de la Chambre de commerce d'Atlanta à côté du nom de mon entreprise, Vanguard Facility Service. Nous étions les sponsors diamants de la soirée. Alors que nous gravissions les larges marches de pierre, j'ai ressenti un sentiment surréaliste de détachement. Il y a tout juste 30 minutes, j'avais autorisé une frappe juridique qui allait détruire complètement l'empire financier de mes frères et emporter la maison de mon père. Mais en ce moment, je souriais à la presse comme une véritable reine. Nous sommes entrés dans l'atrium principal, et l'ampleur de l'événement était magnifique à voir. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient des plafonds voûtés, jetant une lueur dorée et chaleureuse sur la foule élégante. C'était le rassemblement le plus exclusif de l'élite des affaires noires de tout l'État de Géorgie. Il y avait des promoteurs immobiliers, des innovateurs technologiques, des juges fédéraux et des sénateurs d'État, tous vêtus de smoking sur mesure et de superbes robes de soirée de gala. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin, offrant une bande-son sophistiquée au tintement léger des coupes de champagne et au rire poli. Dès que Derek et moi sommes entrés dans la zone de réception VIP, le brouhaha ambiant a semblé marquer une pause naturelle. Les têtes se sont tournées et des murmures polis ont parcouru la vaste pièce. Ils ne me regardaient pas avec la pitié ou le dégoût condescendant que ma famille me montrait toujours. Ils me regardaient avec une révérence absolue et un profond respect professionnel. Un éminent sénateur d'État s'est immédiatement détaché de son groupe de cadres et s'est approché pour me serrer la main. Il m'a remercié chaleureusement pour le contrat d'infrastructure massif que mon entreprise venait de mener à bien pour le district scolaire de la ville. Il m'a dit que mon dévouement à la création de milliers d'emplois syndiqués bien rémunérés pour notre communauté locale n'était rien de moins qu'historique. J'ai souri et les remercié avec grâce, m'engageant dans les discussions de haut niveau d'entreprise que mon père prétendait toujours que j'étais trop peu raffinée et trop peu instruite pour comprendre. D'autres cadres se sont rapidement approchés de nous, levant leur verre en cristal dans un toast silencieux à mon succès. Le directeur général d'un grand conglomérat bancaire m'a serré chaleureusement dans ses bras et a plaisanté en disant que Vanguard grandissait si vite que la Réserve fédérale aurait bientôt besoin de m'emprunter de l'argent. J'ai ri poliment pendant qu'un serveur dans une veste blanche impeccable me tendait une grande flûte de champagne millésimé coûteux. J'ai pris une gorgée lente et délibérée, laissant le liquide frais et pétillant rafraîchir ma gorge. Chaque interaction que j'avais dans cette pièce opulente était un rappel cinglant de l'illusion massive dans laquelle vivait ma famille. Terence et mon père étaient convaincus que le fait de porter un costume bon marché et de manger du steak trop cher faisait d'eux des êtres humains supérieurs. Ils pensaient sincèrement que la richesse se résumait à l'illusion superficielle du statut social et à la capacité arrogante de mépriser la classe ouvrière. Ils n'avaient absolument aucune idée que le véritable pouvoir était totalement silencieux. Le vrai pouvoir consistait à entrer dans une pièce remplie de milliardaires et de politiciens qui connaissaient tous votre prénom et respectaient votre autorité sans poser de questions. Je n'étais pas seulement une femme bruyante possédant quelques serpillères bon marché et des seaux jaunes. J'étais l'architecte silencieuse d'une industrie commerciale tout entière. Je contrôlais les rouages invisibles, les systèmes de sécurité complexes,
les protocoles d'assainissement avancés et la maintenance structurelle qui permettaient à leurs gratte-ciel luxueux et à leurs sièges sociaux de fonctionner chaque jour. Pendant que ma belle-sœur blanche, Claire, s'occupait à faire des blagues racistes et ignorantes sur mes cheveux naturels, les personnes les plus puissantes de la ville faisaient la queue avec impatience pour obtenir ne serait-ce que 5 précieuses minutes de mon temps. Derek a légèrement serré ma main, ramenant mon attention au moment présent. Il s'est penché et a chuchoté que les organisateurs de l'événement étaient sur le point d'ouvrir les portes de la grande salle de bal pour le service du dîner officiel. Nous avons suivi le chef de file à travers la foule qui s'écartait et sommes entrés dans l'immense salle à manger. La pièce était une vaste mer de tables rondes drapées de velours noir épais et ornées de centres de tables floraux imposants composés d'orchidées blanches et de roses rares. L'huissier nous a conduits directement à l'avant de la salle, vers la table du premier sponsor diamant situé juste à côté de la scène principale brillamment éclairée. Je me suis assise et j'ai regardé la table impeccablement dressée. 8 chaises vides étaient disposées méticuleusement autour de la grande table. Chaque couvert comportait un magnifique carton de table argenté posé sur une serviette en lin plié. J'ai lu les noms attentivement. Vernon Washington, Terence Washington, Claire Washington. J'avais payé des milliers de dollars pour réserver ces places de choix, espérant contre toute logique que ma famille finirait par se déplacer pour me soutenir. J'ai fixé ces chaises vides et j'ai senti un profond sentiment d'apaisement envahir mon esprit. Je n'étais plus la petite fille désespérée qui espérait que son père vienne à sa foire scientifique. Je n'étais plus la sœur bouc émissaire essayant d'acheter l'affection de son frère par des sacrifices sans fin. J'étais assise dans ma robe de soirée sur mesure, entourée d'une richesse immense et d'un respect indéniable, totalement indifférente à leur absence. Mon téléphone a vibré silencieusement à l'intérieur de ma pochette sertie de diamants. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran lumineux pour savoir exactement de quoi il s'agissait. C'était le système juridique automatisé confirmant que le gel financier fédéral avait été pleinement exécuté sur tous les réseaux bancaires commerciaux. J'imaginais Terence en train de rire à sa table de dîner sophistiquée pendant que les verrous numériques se refermaient étroitement sur son empire factice. J'ai pris une autre gorgée de mon champagne et j'ai souri doucement à Derek. La cérémonie de remise des prix allait commencer et j'étais tout à fait prête à savourer chaque seconde de mon triomphe. Alors que j'étais assise dans la grande salle de bal entourée des personnes les plus puissantes de l'État, ma famille terminait son repas décadent au restaurant. Le serveur venait de débarrasser les grandes assiettes blanches qui contenaient auparavant leur steak wagyu vieilli à sec et coûteux. Terence était adossé à la banquette en cuir courbé, se frottant le ventre et riant bruyamment d'une blague que mon père venait de faire. Claire picorait délicatement une part de riche gâteau au chocolat recouvert de feuilles d'or comestibles, prenant de petites bouchées et sirotant son vin de dessert. Ils étaient repus, totalement satisfaits et ne se doutaient absolument pas de la tempête numérique qui venait d'anéantir toute leur existence financière. Terence a fait signe au serveur d'un claquement de doigts arrogant, exigeant l'addition. Le serveur s'est approché de la table avec un sourire poli et a placé un élégant porte-addition en cuir noir juste devant mon frère. Terence n'a même pas pris la peine de regarder le reçu détaillé. Il voulait faire étalage de sa richesse devant sa femme et notre père. Il a glissé la main dans sa veste de costume sur mesure et a sorti une lourde carte de crédit en titane noir. Il l'a jetée sur le plateau d'argent avec un bruit métallique sec, s'assurant que Claire remarque son poids. Il a plaisanté bruyamment en disant que ce dîner à 4 500 $ n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan pour un magnate de l'immobilier comme lui. Mon père a souri fièrement et a dit à Claire qu'elle avait épousé un véritable génie financier. Claire a souri en retour et a tracé le bord de son verre à vin en cristal, l'air incroyablement satisfaite de sa vie luxueuse. Le serveur a pris le porte-addition en cuir et s'est éloigné vers la caisse. Terence a immédiatement recommencé à se vanter de ses projets d'achat d'un yacht privé pour l'été prochain. Il a dit à mon père qu'il l'emmènerait jusqu'au Florida Keys et organiserait des fêtes exclusives pour d'autres promoteurs immobiliers milliardaires. Mon père rayonnait pratiquement de fierté, suspendu à chaque parole de mon frère. Environ 5 minutes se sont écoulées avant que le serveur ne revienne à la table. Cette fois, il n'y avait plus de sourire poli sur le visage du jeune homme. Son langage corporel était rigide et il semblait incroyablement mal à l'aise. Il s'est tenu à côté de Terence et s'est légèrement penché, serrant le porte-addition contre sa poitrine. D'une voix très basse et discrète, le serveur a murmuré à Terence qu'il semblait y avoir un léger problème avec le mode de paiement. Il a poliment expliqué que le terminal avait refusé la transaction et a demandé si Terence avait une autre carte qu'il souhaitait utiliser. Pendant une fraction de seconde, Terence a simplement fixé le serveur avec une confusion totale. Dans son esprit,
Il était absolument impossible que sa carte noire en métal lourd soit refusée. Il a laissé échapper un ricanement sonore et arrogant qui a complètement brisé la tentative de discrétion du serveur. Terence a parlé d'une voix tonitruante qui a attiré l'attention des tables environnantes. Il a dit au serveur que sa carte n'avait absolument aucune limite de dépenses prédéfinie et que le restaurant devait avoir un lecteur de cartes bon marché et défectueux. Claire a bougé nerveusement sur son siège. Issue de la vieille noblesse, elle était profondément conditionnée à croire que parler bruyamment de finances dans un lieu public était d'un goût douteux. Elle a doucement touché le bras de Terence et lui a demandé doucement ce qui se passait. Terence a agité la main d'un geste dédaigneux et lui a dit qu'il s'agissait simplement d'un employé incompétent qui ne savait pas comment traiter un compte à haute valeur nette. Mon père est rapidement intervenu, abondant dans le sens de Terence. Vernon a déclaré haut et fort que ces restaurants chics embauchaient toujours des étudiants qui ne savaient pas utiliser une technologie de base. Il a dit à Terence de ne pas s'en inquiéter et d'exiger simplement que le gérant vienne régler le problème. Le serveur a gardé son calme professionnel malgré les insultes. Il a déclaré calmement qu'il avait déjà essayé de passer la carte 2 fois et d'insérer la puce une fois. Il a expliqué que le système bancaire renvoyait un code de refus systématique, ce qui signifiait que la banque avait activement bloqué la transaction. Terence a senti une soudaine bouffée de chaleur d'embarras lui monter au cou. Il sentait les regards des clients fortunés des tables adjacentes observer la scène. Son image parfaite de riche était soudainement menacée. Il a arraché avec colère la carte noire du porte-addition et a exigé que le serveur apporte immédiatement un terminal de paiement portable à la table. Il a dit qu'il allait insérer la puce lui-même pour prouver que le restaurant était en tort. Quelques instants plus tard, le maître d'hôtel s'est approché de leur table avec un terminal sans fil. Le gérant était extrêmement poli, mais ses yeux contenaient un avertissement ferme. Il s'est adressé à Terence par son nom et s'est excusé pour le désagrément, mais a réitéré que le centre d'autorisation refusait de débloquer les fonds. Terence a arraché le terminal des mains du gérant. Ses paumes commençaient à devenir légèrement moites, mais il masquait son anxiété croissante par une rage pure. Il a enfoncé sa carte de titane dans la fente au bas de la machine et a tapé agressivement son code personnel. La machine a émis un bip tandis que l'écran affichait une icône de traitement qui tournait. Terence a fustigé le gérant, lui disant qu'il allait le faire licencier pour avoir embarrassé un client de la plus haute importance. Il s'est vanté de posséder des propriétés commerciales plus grandes que tout ce quartier, et que son compte bancaire comptait plus de zéros que le gérant n'en verrait jamais de sa vie. Mais alors que Terence était occupé à proférer des menaces arrogantes, la machine portable a émis un bip d'erreur aiguë. Le petit écran s'est éclairé d'un texte rouge vif. On pouvait simplement y lire « Refusé, veuillez contacter l'émetteur de la carte immédiatement ». La table entière est devenue totalement silencieuse. Mon père fixait le petit écran rouge, la bouche légèrement entr'ouverte. Claire a rapidement retiré sa main du bras de Terence, regardant nerveusement autour d'elle pour voir si quelqu'un avait été témoin de ce rejet humiliant. Terence fixait le mot « refusé » comme s'il était écrit dans une langue étrangère. La lourde carte de titane qu'il aimait tant exhiber était soudainement devenue totalement inutile. Il a essayé de forcer un rire, affirmant que sa banque avait dû bloquer le compte parce qu'elle soupçonnait une fraude à cause de l'addition inhabituellement élevée du restaurant. Il a proclamé haut et fort que son banquier privé était simplement trop protecteur envers sa fortune massive. Il a dit au gérant d'attendre pendant qu'il prenait une autre carte. Il a commencé à tâter ses poches pour gagner du temps. Il a dit à Claire que tout allait parfaitement bien et qu'il s'agissait juste d'un signal de sécurité mineur. Il a expliqué que les clients d'élite étaient confrontés à cela tout le temps à cause des algorithmes de fraude de haut niveau. Claire a hoché la tête lentement, mais son sourire admiratif avait désormais totalement disparu. Elle s'est reculée sur la banquette en cuir profond, croisant les bras de manière défensive et l'observant de près. Le sentiment chaleureux et luxueux du dîner romantique s'était évanoui en un instant. Le gérant se tenait poliment au bord de la table, refusant de s'en aller sans un paiement réussi. Terence savait qu'il devait présenter un autre mode de paiement, mais il avait un terrible pressentiment au creux de l'estomac. Il a cherché son portefeuille en cuir de marque pour en sortir une autre carte, espérant désespérément sauver son orgueil blessé. Avant que sa femme ne réalise la terrible vérité, Terence a fouillé dans le cuir souple de son portefeuille de luxe et a sorti une lourde carte platine argentée. Il l'a tendue au gérant avec un sourire forcé et rigide, déclarant que la carte noire avait dû être compromise par un récent achat en ligne. Le gérant a hoché la tête poliment, gardant un visage totalement neutre, et a inséré la carte argentée dans la fente inférieure du terminal portable.
La machine a émis un bip, puis a laissé échapper le même bruit d'erreur aiguë. L'écran rouge vif a de nouveau fait clignoter le mot « refusé », éclairant le visage du gérant dans la lumière tamisée du restaurant. Le sourire forcé a totalement disparu du visage de Terence. Une goutte de sueur froide s'est formée sur sa tempe et a lentement coulé sur le côté de son visage. Claire s'est penchée en avant et lui a demandé ce qui se passait et pourquoi sa carte de secours échouait également. Sa voix n'était plus douce et encourageante. Elle avait un ton tranchant de réelle inquiétude mêlée à une suspicion croissante. Terence l'a rapidement fait taire, lui disant de ne pas faire de scène devant les autres clients fortunés. Il a fouillé frénétiquement plus profondément dans son portefeuille et a sorti sa carte de dépenses d'entreprise principale. Il l'a tendue au gérant, disant qu'elle était directement liée à sa société holding immobilière et qu'elle était soutenue par des millions de capitaux liquides. Le gérant a patiemment passé la carte d'entreprise. La machine a mouliné pendant 10 secondes qui ont semblé durer une éternité. Terence retenait son souffle, fixant la petite icône tournante sur l'écran. Puis elle a émis un bip sonore. Refusé. La respiration de Terence est devenue saccadée et rapide. Ses mains ont commencé à trembler visiblement alors qu'il sortait une 4e carte, une carte de crédit standard de récompense de voyage qu'il utilisait rarement. Il l'a pratiquement jetée au gérant sans dire un mot. Le gérant l'a insérée calmement. La machine a immédiatement bipé. Refusé. 4 cartes différentes provenant de 3 institutions bancaires différentes étaient toutes totalement mortes. Le silence à la table était pesant et étouffant. Mon père, Vernon, regardait alternativement le gérant et son fils prodige avec un regard de confusion totale. Vernon a ricané nerveusement et a demandé à Terence s'il n'y avait pas un bug dans le réseau bancaire national. Il essayait désespérément de trouver une excuse qui protégeait l'image irréprochable de son fils. Claire, cependant, n'était pas si facilement dupe de la loyauté parentale aveugle. L'attitude douce et soumise qu'elle avait affichée toute la soirée était entièrement remplacée par un regard dur et perçant. Elle a décroisé les jambes et s'est éloignée de Terence. Elle lui a demandé de but en blanc s'il était secrètement ruiné. Terence a frappé de la main sur la lourde table en bois, faisant teinter les verres à vin en cristal coûteux et attirant encore plus de regards des tables voisines. Il a déclaré haut et fort qu'il était un promoteur immobilier multimillionnaire très prospère et qu'il n'était absolument pas fauché. Il a sorti son smartphone dernier cri de la poche de sa veste de costume et a déverrouillé l'écran agressivement. Il a annoncé avec colère à la table et au gérant qui attendait qu'il allait appeler sa ligne privée de conciergerie de gestion de fortune à l'instant même pour régler cette erreur bancaire ridicule et s'assurer que quelqu'un perde son emploi à cause de cette humiliation. Il a composé le numéro privé et a pressé le téléphone contre son oreille. Il était si agité que le volume s'échappant de l'écouteur était assez fort pour que Claire et Vernon entendent la sonnerie. Au lieu de l'accueil personnalisé et joyeux habituel de son banquier privé dédié, il a été immédiatement dirigé vers un message de sécurité automatisé. Une voix robotique a déclaré que son portefeuille avait été signalé pour de graves violations de conformité et qu'il était transféré au département de recouvrement judiciaire. Terence a dégluti difficilement. La confiance arrogante le quittait de seconde en seconde, ne laissant place qu'à une panique pure. Une femme à la voix sévère a fini par répondre, s'identifiant comme un agent de la division des risques commerciaux. Terence a essayé d'utiliser son ton autoritaire habituel. Il a ordonné à la femme d'expliquer pourquoi chacune de ses lignes de crédit et chacun de ses comptes courants étaient soudainement bloqués. Il a menacé de transférer tout son portefeuille immobilier à une banque concurrente dès demain matin si ses cartes n'étaient pas débloquées immédiatement. L'agent au téléphone n'a pas bronché devant ces menaces bruyantes. Sa voix est restée totalement monotone et clinique, dépourvue de toute chaleur commerciale. Elle a informé Terence qu'il n'avait plus l'autorité légale pour transférer des fonds ou fermer des comptes parce qu'il n'avait plus accès à sa fortune. Elle a déclaré que ses comptes n'étaient pas verrouillés à cause d'une simple alerte à la fraude ou d'une erreur système mineure. Ils étaient verrouillés en vertu d'une ordonnance d'un tribunal fédéral. Terence a bégayé, exigeant une explication correcte. Il a demandé quel genre d'ordre fédéral pouvait geler un compte immobilier commercial massif sans aucun avertissement écrit préalable. L'agent a expliqué que plus tôt dans la soirée, un privilège commercial grave avait été officiellement déposé contre sa principale société holding. Elle a déclaré que le privilège avait été automatiquement déclenché par une clause stricte de défaut croisée attachée à l'hypothèque principale de la tour MEA. Le visage de Terence est devenu totalement livide. Tout le sang s'est retiré de ses joues, lui donnant l'air physiquement malade. Il a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée.
Il a demandé à l'agent le montant exact du privilège, espérant désespérément qu'il ne s'agissait que d'un différend mineur avec un fournisseur qu'il pourrait facilement régler par un virement rapide. L'agent a tapé sur son clavier pendant un moment, puis a lu à haute voix le chiffre dévastateur. Elle a déclaré que le gel d'urgence couvrait la totalité du solde impayé du prêt immobilier principal, soit exactement 7,8 millions de dollars. Le lourd téléphone a glissé légèrement de la main moite de Terence, mais il l'a rattrapé avant qu'il ne touche la table. Il a chuchoté dans le combiné qu'il devait y avoir une erreur monumentale car il n'avait jamais manqué un paiement hypothécaire sur cet immeuble. L'agent l'a calmement corrigé. Elle a expliqué que les documents juridiques soumis par le créancier prouvaient qu'il était en grave défaut de paiement sur ses contrats de gestion d'installation et de maintenance depuis 6 mois consécutifs. En vertu des clauses strictes de son prêt commercial massif, le défaut de paiement des fournisseurs de l'immeuble constituait un défaut automatique sur l'intégralité de la note de propriété de 7,8 millions de dollars. Terence a senti le restaurant luxueux tourner rapidement autour de lui. Le riche bœuf wagyu dans son estomac lui a soudainement semblé peser comme un bloc de plomb. Il a réalisé en temps réel que le petit fournisseur de nettoyage qu'il ignorait intentionnellement et dont il se moquait depuis 6 mois venait de faire exploser légalement toute son existence financière. L'agent bancaire a continué de parler, précisant que tous ses comptes personnels, ses fonds d'exploitation commerciale, ses portefeuilles d'investissement et même les comptes joints de sa femme étaient totalement gelés jusqu'à ce que la dette de 7,8 millions de dollars soit entièrement remboursée. Claire l'observait avec des yeux écarquillés par l'horreur. Elle avait entendu assez de la conversation pour comprendre l'ampleur de la catastrophe. Elle a exigé de savoir ce que la femme au téléphone venait de dire au sujet de ses comptes joints. Terence ne pouvait même pas se résoudre à regarder sa femme dans les yeux. Il a lentement abaissé le téléphone, mettant fin à l'appel sans dire un mot de plus à l'agent. Il était totalement et irrémédiablement piégé. La grande illusion de sa richesse générationnelle, de son pouvoir intouchable et de sa supériorité indéniable venait de s'évaporer en fumée, le laissant assis, impuissant, dans un restaurant coûteux avec une addition de 4 500 $ qu'il n'avait absolument aucun moyen de payer. Terence restait figé sur la banquette en cuir, fixant l'écran noir de son téléphone. Le silence pesant à la table n'était rompu que par le bruit ambiant du restaurant et le tapotement impatient du pied du gérant. Le gérant s'est raclé la gorge et a déclaré fermement qu'il avait besoin d'un mode de paiement valide immédiatement, sous peine d'être contraint de faire dégénérer la situation. Terence ne pouvait même plus parler. Sa façade arrogante s'était complètement effondrée, laissant place à un petit garçon terrifié qui venait de casser son jouet préféré. Voyant son enfant chéri en détresse, mon père Vernon a décidé qu'il était temps pour lui d'intervenir et d'être le héros. Vernon a bombé le torse et a lancé au gérant un regard condescendant. Il a cherché dans sa propre poche de poitrine et a sorti une lourde carte de débit dorée reliée directement à son compte de retraite principal. Vernon a fièrement annoncé qu'il couvrirait le dîner et que le restaurant devrait avoir honte de traiter des invités aussi éminents comme de vulgaires criminels. Il a tendu la carte dorée au gérant avec un sourire suffisant, disant à Terence de ne pas s'inquiéter car son père serait toujours là pour lui. Le gérant ne s'est pas excusé. Il a simplement pris la carte dorée et l'a insérée dans le terminal portable. Vernon s'est adossé, prenant une gorgée d'eau décontractée, tout à fait confiant que ses décennies d'économie couvriraient facilement l'addition de 4 500 $. Il a même dit à Claire que c'était précisément pour cela que la famille devait toujours rester soudée. Mais avant même que Claire ne puisse forcer un signe de tête polie, le terminal a émis exactement le même bip d'erreur aiguë. L'écran rouge s'est allumé une fois de plus, refusé. Le sourire suffisant de Vernon a instantanément disparu. Il a arraché le terminal des mains du gérant, fixant les lettres rouges avec une incrédulité totale. Il a protesté bruyamment qu'il était mathématiquement impossible que sa carte soit refusée. Il a hurlé qu'il avait plus d'un demi-million de dollars sur ce compte de retraite spécifique et qu'il était un client fidèle de cette banque depuis plus de 30 ans. Le gérant a soupiré lourdement, perdant manifestement le reste de sa patience professionnelle. Il a dit à mon père que la machine ne mentait pas et qu'il devait contacter sa banque immédiatement pour résoudre le problème avant que les choses n'empirent. Les mains de Vernon ont commencé à trembler alors qu'il sortait son propre téléphone. Il a composé le numéro du service client figurant au dos de sa carte dorée. Son visage est devenu rouge sous l'effet de la colère et d'une panique croissante. Il a mis le téléphone sur haut-parleur pour que le gérant puisse entendre la banque s'excuser de l'erreur. Une représentante du service client a répondu à l'appel et a demandé les détails d'identification de Vernon. Vernon a fourni avec colère son numéro de sécurité sociale et a exigé de savoir pourquoi sa carte de retraite premium était rejetée dans un restaurant haut de gamme.
La représentante a tapé pendant quelques secondes avant que sa voix ne devienne incroyablement sérieuse. Elle a informé mon père que ses comptes chèques, d'épargne et de retraite avaient tous été totalement gelés par le département de conformité fédérale. Vernon a hurlé dans le téléphone, demandant qui leur donnait l'autorité de toucher à ses économies d'une vie. La représentante a calmement expliqué qu'un privilège commercial massif avait été exécuté contre la société holding immobilière de son fils Terence. Comme Vernon avait légalement co-signé l'hypothèque principale de la tour MEA et utilisé sa maison familiale entièrement payée comme garantie, il était légalement lié par la clause de défaut croisée. La représentante a déclaré que le créancier détenant le privilège de 7,8 millions de dollars avait pleinement exercé le droit de saisir tous les actifs du garant. Cela signifiait que les comptes bancaires de mon père étaient verrouillés et que sa maison familiale bien-aimée entrait désormais activement dans les premières étapes d'une saisie immobilière. Vernon a laissé tomber son téléphone sur la table. L'appareil a claqué contre l'argenterie coûteuse tandis que la représentante continuait de demander s'il était toujours en ligne. Vernon ne pouvait plus respirer. Sa poitrine se soulevait alors qu'il regardait Terence avec des yeux écarquillés par l'horreur. Le fils qu'il avait loué, vénéré et financé à mes dépens venait de l'entraîner dans une ruine financière absolue. Claire regardait les deux hommes avec un dégoût total. Le gérant a fini par craquer. Il a saisi le terminal et l'addition impayée sur la table. Il s'est penché près d'eux et leur a dit d'une voix basse et menaçante qu'ils avaient exactement 3 minutes pour produire 4 500 $ en espèces, sans quoi il allait verrouiller les portes d'entrée et appeler la police pour porter plainte pour vol de service. La menace de l'intervention de la police a brisé le dernier vestige de leur santé mentale. Être arrêté au Capitol Grill était une condamnation à mort sociale dans leur cercle d'élite. Vernon se tenait la poitrine, murmurant qu'il allait perdre sa maison. Claire a attrapé son sac à main de créateur et s'est glissée vers le bord de la banquette, déclarant haut et fort qu'elle n'allait pas en prison pour leur incompétence financière. Terence l'a supplié de payer l'addition avec son propre argent. Mais Claire lui a rappelé froidement qu'elle avait laissé toutes ses cartes de crédit à la maison parce qu'il lui avait promis de la traiter comme une reine ce soir. Le désespoir a totalement submergé mon frère. Il a réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui disposait des liquidités nécessaires pour lui éviter d'être traîné hors du restaurant les menottes au poignet. Terence a ouvert ses contacts et a composé frénétiquement mon numéro, priant pour que je réponde. À des kilomètres de là, dans la grande salle de bal brillamment éclairée du centre de convention, mon téléphone s'est mis à vibrer silencieusement à l'intérieur de ma pochette en diamant. J'ai doucement sorti le téléphone va regarder l'écran brillant. C'était Terence qui appelait. Je l'imaginais en train de transpirer et de paniquer à cette table de dîner chic, entouré d'une direction en colère. Un sourire lent et satisfait s'est dessiné sur mon visage. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge pour refuser l'appel. J'ai remis le téléphone dans mon sac à main et j'ai reporté mon attention sur la scène, ignorant complètement son appel au secours désespéré. Terence a écouté le message d'accueil automatique de ma messagerie vocale. Sa main est retombée de son côté, en signe de défaite totale. Le gérant se tenait juste à côté du box, les bras croisés sur la poitrine. Il tapait du pied avec sa chaussure en cuir brillant contre le parquet. Il a dit à Terence que les 3 minutes étaient officiellement écoulées et qu'il se dirigeait vers le comptoir d'accueil pour appeler les services d'urgence. Terence s'est levé brusquement du box en cuir. Il a supplié le gérant d'attendre juste une seconde de plus. Il a déboutonné frénétiquement le poignet de sa veste de costume sur mesure. Il a fait glisser sa lourde Rolex en or de son poignet. La montre était une pièce massive couverte de petits diamants. Terence se vantait toujours qu'elle lui avait coûté 40 000 $ en argent liquide. Ce que mon père et Claire ne savaient pas, c'est que Terence avait financé la montre avec un plan de paiement prédateur. Il avait actuellement 3 mois de retard sur ses paiements et la bijouterie menaçait déjà d'envoyer un agent de recouvrement à son bureau. Terence a tendu la lourde montre en or au gérant du restaurant. Sa main tremblait violemment. Il a promis au gérant que la montre valait 10 fois le montant de la facture du dîner. Il a supplié l'homme de garder la montre dans le coffre-fort du restaurant comme garantie jusqu'à ce que les banques ouvrent le lendemain matin. Le gérant a regardé la montre avec un dégoût manifeste. Il ne voulait pas accepter de bijoux au lieu d'un paiement par carte de crédit, mais il ne voulait pas non plus d'une scène de police désordonnée au milieu de sa salle à manger bondée. Il a arraché la lourde montre en or de la paume moite de Terence. Il a dit à mon frère qu'il avait exactement jusqu'à 9 h du matin pour apporter 4 500 $ en espèces. S'il ne se présentait pas, la montre serait vendue à un prêteur sur gage et la police serait appelée à son domicile.
Le gérant a ensuite pointé son doigt vers la sortie principale. Il leur a dit à tous les trois de quitter son restaurant immédiatement et de ne jamais revenir. La marche de la honte hors de la salle à manger a été une torture absolue pour mon père et mon frère. Ils ont dû passer devant tous les riches clients qu'ils avaient tant essayé d'impressionner toute la soirée. Les gens regardaient et chuchotaient. Claire marchait plusieurs pas devant eux, la tête basse, essayant de cacher son visage derrière son sac à main de créateur. Elle a poussé les lourdes portes en verre et s'est dirigée directement vers le stand du valet dans l'air chaud de la nuit. Terence et Vernon se sont précipités juste derrière elle. Dès qu'ils ont été hors de vue du public, l'illusion fragile de leur famille parfaite s'est complètement brisée. Claire s'est retournée et a frappé son sac à main coûteux sur le capot d'une voiture garée. Elle a crié après Terence, exigeant de savoir ce qui se passait. Sa voix résonnait bruyamment dans le parking en béton. Elle lui a demandé comment un promoteur immobilier multimillionnaire ne pouvait pas se permettre de payer un simple dîner de steak. Elle a exigé de savoir pourquoi ses comptes bancaires étaient gelés et pourquoi cet agent du service client avait mentionné un privilège massif. Terence a essayé de lui prendre les mains pour la calmer, mais elle a violemment repoussé ses mains. Elle lui a dit de ne pas la toucher. Elle est entrée directement dans son espace personnel et lui a demandé de but en blanc s'il était une fraude totale. Elle a demandé si l'argent, les voitures et les propriétés n'étaient qu'un immense mensonge. Terence a trébuché en arrière, luttant pour trouver une excuse. Il a blâmé la Réserve fédérale. Il a blâmé une erreur comptable temporaire. Il a dit que la banque effectuait simplement un audit de routine sur ses comptes commerciaux massifs et que tout irait parfaitement bien demain. Mon père, Vernon, faisait les 100 pas sur le trottoir, se tenant la poitrine. Il a ignoré les cris de Claire et a saisi Terence par les épaules. Vernon a exigé de savoir ce que l'agent de la banque voulait dire à propos de ses comptes de retraite dans la maison familiale. Il a demandé à Terence si la maison dans laquelle il vivait depuis 40 ans risquait réellement d'être saisie. Terence a regardé son père et lui a menti droit dans les yeux. Il a juré que la maison était parfaitement en sécurité et que la banque ne faisait que geler les comptes par mesure de précaution standard. Le valet a nerveusement amené la voiture de sport de location de mon frère sur le trottoir. Terence a donné un pourboire au valet avec le tout dernier billet de $10 qu'il avait en poche. Il a dit à sa femme et à son père de monter dans la voiture afin qu'ils puissent régler cela loin de la rue publique. Claire a refusé de monter sur le siège passager. Elle a tenu bon et a dit à Terence qu'elle allait appeler son riche père pour qu'il vienne la chercher tout de suite. Elle a dit qu'elle n'allait pas rester mariée à un menteur fauché qui l'avait humiliée devant la haute société. Terence a paniqué à l'idée de perdre son lien avec sa famille de vieille fortune. Il l'a supplié de monter dans la voiture. Il lui a promis qu'il avait un plan infaillible pour tout arranger ce soir. Il a dit qu'il avait juste besoin d'une injection rapide d'argent liquide pour lever le blocage temporaire de ses comptes. Claire a croisé les bras et lui a demandé exactement qui allait lui prêter des milliers de dollars au milieu de la nuit. Terence a regardé l'écran de son téléphone. Il a regardé mon nom de contact. Il s'est tourné vers Claire et Vernon avec un regard maniaque et désespéré dans les yeux. Il a dit, « Valérie a de l'argent. » Il leur a rappelé que mon entreprise de nettoyage commercial avait plusieurs gros comptes. Il a dit que j'avais probablement des milliers de dollars sur mon compte professionnel bon marché en ce moment même. Il leur a dit que j'étais juste mesquine et que j'ignorais ses appels parce que j'étais jalouse de son succès. Il s'est complètement convaincu qu'il pouvait simplement exiger l'argent de ma part, comme il le faisait toujours. Vernon a immédiatement accepté. Mon père a dit que je devais à la famille de me manifester et d'aider mon frère dans un moment de besoin. Il a complètement oublié qu'il y a à peine une heure, il m'avait traité de concierge sans valeur. Il a dit que nous devrions nous rendre au centre de convention du centre-ville dès maintenant et m'arracher à ma petite cérémonie de remise de prix stupide. Il a déclaré que je devais me souvenir de ma place et servir la famille. Claire a levé les yeux au ciel, mais elle est montée dans la voiture. Elle a dit à Terence que c'était sa toute dernière chance de prouver qu'il n'était pas un échec complet. Terence a claqué la porte de la voiture. Il a serré fermement le volant en cuir. Il était furieux de devoir s'abaisser à demander de l'aide à une ouvrière, mais il n'avait pas d'autre choix. Il a sorti agressivement la voiture de sport de la voie du valet. Les pneus ont crissé contre le pavé alors qu'il accélérait vers le centre de convention du centre-ville. Ils étaient tout à fait prêts à entrer là-dedans et à m'intimider pour que je leur remette mon argent durement gagné. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils roulaient droit vers un piège que j'avais tendu spécifiquement pour eux.
La voiture de sport de location de Terence a dévalé l'autoroute assombrie vers le centre de convention du centre-ville. Les lampadaires clignotaient de manière rythmée sur le capot élégant du véhicule, éclairant les visages tendus de ma famille à l'intérieur. Claire était assise rigidement sur le siège passager en cuir, les bras étroitement croisés sur sa robe en soie coûteuse. Elle regardait par la fenêtre passager, refusant catégoriquement de regarder son mari. Chaque fois que la voiture heurtait une petite bosse, elle laissait échapper un soupir dramatique bruyant pour s'assurer que Terence sache exactement à quel point elle était furieuse. Sur le siège arrière, mon père Vernon tapotait anxieusement ses doigts contre son genou, essayant toujours de digérer la réalité humiliante que ses comptes de retraite étaient gelés. Malgré leur situation financière désespérée, leur arrogance profondément ancrée n'avait pas faibli, même légèrement. En fait, leur peur se mutait rapidement en un sentiment de droit pur et haineux dirigé entièrement contre moi. Terence serrait le volant si fort que ses articulations devenaient blanches. Il changeait de voie agressivement, coupant la route à un gros camion et ignorant le coup de klaxon bruyant. Il marmonnait entre ses dents que j'étais probablement assise dans une salle communautaire louée bon marché, entourée de gens poussant des seaux de serpillière. Il a dit à Claire que nous devions simplement entrer là-dedans, prendre mon carnet de chèques et sortir avant que l'odeur de cire industrielle pour sol ne gâche leurs vêtements de créateur. Claire a ridé son nez de dégoût. Elle s'est plainte bruyamment qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle était forcée de s'abaisser à assister à une convention de concierge. Elle a dit que ses riches parents mourraient absolument d'embarras s'ils savaient qu'elle se dirigeait actuellement vers un rassemblement d'ouvriers manuels. Elle a pleurniché qu'elle allait probablement attraper une maladie à cause des gens sales là-bas. Mon père s'est penché en avant depuis le siège arrière pour se joindre au cœur haineux. Il a tapoté l'épaule de Terence et lui a dit de ne pas s'inquiéter des plaintes de Claire. Vernon a affirmé avec confiance que traiter avec moi ne prendrait que 5 minutes parce que je cédais toujours sous son autorité. Il a dit que je devais cet argent à la famille après tout ce qu'il avait fait pour me donner un toit quand j'étais enfant. L'hypocrisie pure de ses paroles était stupéfiante. Alors qu'ils accéléraient sur l'autoroute, Vernon a commencé à se remémorer joyeusement le passé, déformant complètement le récit de mon enfance pour flatter son propre ego. Il a fièrement rappelé à Terence l'époque où j'avais 18 ans et que je venais d'être accepté dans une prestigieuse université d'État avec une bourse partielle. J'avais travaillé dans 3 emplois à temps partiel tout au long du lycée pour économiser les $5000 restants dont j'avais besoin pour ma première année de scolarité. Vernon a ri d'un rire froid et sans cœur en se rappelant ce souvenir. Il a dit à Claire qu'il était entré directement dans ma chambre la veille de l'échéance de mes frais de scolarité et qu'il avait exigé que je lui remette l'intégralité de mon compte d'épargne. Il a dit que Terence venait d'être accepté dans une école de commerce privée très chère et qu'il avait besoin de cet argent pour payer ses frais d'initiation à la fraternité et une nouvelle garde-robe de luxe. Vernon s'est vanté de la façon dont il m'avait dit qu'un diplôme universitaire était complètement gaspillé pour une fille qui manquait d'intelligence naturelle. Il a dit qu'il m'avait forcé à retirer mon argent durement gagné et à le remettre directement à Terence. Quand j'ai supplié et pleuré, mon père m'a simplement dit d'acheter une serpillière et d'apprendre à nettoyer parce que c'était le seul plan de carrière qui convenait à quelqu'un comme moi. Terence a souri à ce souvenir, sa panique momentanément remplacée par son habitude de toujours apprécier ma douleur. Il a dit à Claire que j'avais été si pathétique ce jour-là, pleurant sur le sol de ma chambre pendant qu'il faisait ses valises pour son dortoir de luxe. Il a fièrement ajouté qu'il ne m'avait même pas remercié pour l'argent parce qu'il croyait sincèrement qu'il le méritait plus, mais l'abus financier ne s'est pas arrêté à mon fonds universitaire. Vernon a évoqué avec empressement un autre souvenir pour prouver tout ce qu'il avait sacrifié pour son fils en or. Il a rappelé à Terence mon 19e anniversaire, quand j'avais enfin économisé assez d'argent en frottant des toilettes pendant l'équipe de nuit pour acheter une voiture d'occasion fiable. Vernon a ri et a dit qu'il avait confisqué les clés de ma voiture dès le lendemain matin. Il a dit à Claire que Terence avait besoin d'un véhicule fiable pour conduire ses riches frères de fraternité à leur fête du week-end. Alors, il a simplement pris ma voiture et la lui a donnée. Vernon a justifié son vol en disant que je ne travaillais que de nuit à nettoyer des immeubles de bureaux vides, donc je pouvais facilement prendre le bus public dans le noir. Il a complètement ignoré le fait qu'il avait forcé sa fille adolescente à attendre à des arrêts de bus dangereux à 2 heures du matin juste pour que son fils puisse jouer le rôle d'un gosse riche. Claire a écouté ces histoires et a hoché la tête en signe d'accord. Elle a dit qu'il était tout naturel que l'enfant le plus fort et le plus intelligent reçoive la majeure partie des ressources familiales. Elle a dit à Terence que je devrais en fait leur être reconnaissante parce que le fait de me forcer au travail manuel me gardait humblé hors de leur chemin. Les 3 étaient assis dans cette voiture rapide, renforçant leur délire toxique.
Ils se sont convaincus les uns les autres que je n'étais rien de plus qu'une tirelire servile conçue pour les sortir de leurs erreurs. Terence a planifié exactement comment il allait m'attaquer. Il a dit qu'il n'allait même pas demander l'argent poliment. Il allait marcher droit vers ma table, exiger que je transfère 10 000 $ sur son compte pour lever le gel bancaire temporaire, et menacer de gâcher ma petite soirée de remise de prix si j'osais dire non. Il a affirmé avec confiance qu'une fille qui nettoie des toilettes pour gagner sa vie n'aurait jamais le courage de tenir tête à un magnate de l'immobilier dans un costume sur mesure. Ils étaient tellement aveuglés par leurs préjugés et leur besoin désespéré de maintenir leur fausse supériorité qu'ils ignoraient complètement leur environnement. La voiture de sport élégante a quitté l'autoroute et est entrée dans le quartier étincelant du centre-ville. Ils n'ont pas remarqué que les rues menant au centre de convention étaient entièrement bloquées par des services de sécurité privés. Ils n'ont pas remarqué la longue file de voitures de ville noire et de limousines de luxe s'arrêtant à l'entrée principale. Ils ne se rendaient pas compte que l'événement dont ils se moquaient était le rassemblement d'entreprises le plus exclusif de l'année. Terence s'est engagé agressivement dans la voie de stationnement VIP, supposant que la ville lui appartenait. Il a coupé le moteur et a poussé avec force la lourde portière de la voiture, prêt à entrer pour intimider la petite concierge. Ils sont sortis dans la nuit humide d'Atlanta, complètement impréparés au choc de réalité massif qui les attendait juste derrière les portes en verre poli. Terence a claqué la lourde portière de la voiture et s'est précipité vers la façade massive en verre du centre de convention. L'air humide d'Atlanta collait à son costume sur mesure, qui était maintenant froissé et trempé de sueur nerveuse. Claire le suivait, ses talons hauts de créateur claquant brusquement contre le béton poli. Elle se plaignait bruyamment de devoir passer devant une file de limousines garées juste pour trouver une fille qui nettoie des toilettes. Mon père, Vernon, fermait la marche, se tenant la poitrine et marmonnant sur la façon dont j'allais payer pour le manque de respect que je causais à la famille. Aucun d'entre eux ne semblait remarquer l'ampleur de l'événement dans lequel ils entraient. Ils étaient si aveuglés par leurs propres préjugés qu'ils ignoraient complètement les cordons de velours rouge, les voituriers en gants blancs immaculés et les fourgonnettes des journaux locaux garés près de l'entrée principale. Dans leur esprit, je n'étais qu'une humble ouvrière assistant à une réunion syndicale pathétique pour les concierges locaux. Ils ont atteint les grandes marches de marbre menant à l'entrée VIP principale. Une foule dense d'entrepreneurs noirs, parmi les plus puissants et les plus riches de l'État, s'engouffrait lentement par les portes dorées. Les femmes portaient des robes de soirée à couper le souffle, et les hommes étaient vêtus d'une tenue de soirée impeccable sur mesure. Terence semblait complètement hors de place dans son costume d'affaires bleu marine standard avec un col déboutonné et sans sa montre de luxe. Claire se démarquait encore plus dans sa robe courte en soie blanche, qui était tout à fait convenable pour un bon dîner, mais incroyablement inappropriée pour un gala de la haute société. Pourtant, leur arrogance profondément ancrée les poussait vers l'avant. Terence s'est frayé un chemin agressivement devant un groupe d'investisseurs technologiques, ignorant complètement leurs murmures agacés. Il a marché droit vers les lourds cordons de velours bloquant les portes principales, s'attendant à ce que l'équipe de sécurité s'écarte simplement comme la mer Rouge devant lui. 2 gardes de sécurité massifs portant des costumes noirs sur mesure et des oreillettes discrètes se sont immédiatement interposés. Le garde de gauche a levé une main massive et a poliment demandé à Terence de s'éloigner de l'entrée VIP. Il a déclaré que cet ensemble spécifique de portes était réservé exclusivement aux sponsors de niveau diamant et aux lauréats. Le garde a demandé à voir leur laissez-passer physique en platine ou leurs invitations numériques. Terence a laissé échapper un ricanement bruyant et arrogant. Il a pointé agressivement son doigt vers la poitrine du garde et a déclaré qu'il n'avait pas besoin de laisser passer pour entrer dans un bâtiment public. Il a bombé le torse et a déclaré haut et fort que son nom était Terence Washington, le directeur général d'une entreprise massive d'immobilier commercial. Il a dit qu'il était là pour une affaire familiale urgente et a exigé que les gardes le laissent passer immédiatement pour qu'il puisse récupérer sa sœur. Le garde de sécurité n'a même pas scié. Il a calmement regardé Terence de haut en bas, notant la sueur sur son front, le regard désespéré dans ses yeux et son costume froissé. Le garde a ensuite regardé Claire et Vernon avant de secouer la tête. Il a fermement déclaré que personne n'était autorisé à l'intérieur de la grande salle de bal sans les lettres de créance appropriées. Il a ajouté que l'événement exigeait une tenue de soirée stricte, ce qu'aucun d'entre eux ne respectait actuellement. Claire a laissé échapper un souffle bruyant et dramatique d'offense pure. Elle s'est avancée et a dit au garde que sa robe coûtait plus cher que ce qu'il gagnait probablement en une année entière. Elle a exigé qu'il montre du respect à ses supérieurs et qu'il aille chercher la personne qu'il cherchait tout de suite. Mon père, Vernon, s'est approché de Terence, essayant d'utiliser sa voix autoritaire et tonitruante pour intimider le service de sécurité professionnel.
Vernon a dit aux gardes qu'il commettait une erreur massive en refusant l'entrée à une famille aussi importante. Il a dit qu'il cherchait simplement ma fille, Valérie Washington. Vernon a laissé échapper un rire condescendant et a dit aux gardes que je n'étais certainement pas une sponsor diamant ou une invitée d'élite. Il a expliqué que je n'étais qu'un membre du personnel de nettoyage commercial qui travaillait probablement dans les couloirs arrière ou vidait les poubelles dans les toilettes. Il a exigé que le garde appelle immédiatement le responsable de l'entretien par radio et que la concierge en chef soit amenée sur les marches de devant afin qu'elle puisse s'occuper de l'urgence financière de sa famille. Le deuxième garde de sécurité, qui était resté complètement silencieux jusqu'à présent, a haussé les sourcils avec un amusement sincère. Il a lentement abaissé sa main vers la radio accrochée à sa ceinture, mais il n'a pas appuyé sur le bouton pour appeler le personnel de nettoyage. Au lieu de cela, un sourire lent et entendu s'est dessiné sur son visage. Il a regardé Terence, qui vibrait pratiquement de rage, puis a regardé mon père, qui exigeait toujours de voir la concierge. Le garde a trouvé incroyablement hilarant que ces trois personnes débraillées et en colère pensent que la femme qui dirigeait tout l'événement était en train de récurer les toilettes. Il a poliment demandé à Vernon de répéter le nom de la personne qu'il cherchait, juste pour en être absolument certain. Vernon a levé les yeux au ciel et a crié mon nom complet, Valérie Washington, ajoutant que je possédais une petite équipe de nettoyage pathétique appelée Vanguard, et que je devais être convoqué dans le hall d'entrée à l'instant même. Les deux gardes de sécurité ont échangé un regard rapide, et les sourires sur leurs visages se sont encore élargis. Ils n'ont pas discuté avec mon père. Ils n'ont pas essayé d'expliquer la réalité de la situation à Terence. Ils savaient exactement qui j'étais parce que mon entreprise, Vanguard Facility Service, payait leur contrat de sécurité extrêmement coûteux pour la soirée. Le garde principal a fait un pas lent et délibéré en arrière et a décroché le cordon de velours rouge. Il ne les a pas invités à l'intérieur, mais il a dégagé leur champ de vision à travers les massives portes en verre allant du sol au plafond. Il a fait un geste poli vers le vaste atrium et les massives doubles portes de la salle de bal principale, qui étaient actuellement grandes ouvertes. Le garde a gardé une voix tout à fait professionnelle, mais ses yeux dansaient d'une moquerie absolue. Il a dit à Terence et Vernon qu'ils n'avaient pas besoin d'appeler le personnel d'entretien par radio pour trouver Valérie Washington. Il a suggéré que s'ils regardaient simplement à travers la vitre et prêtaient une attention très particulière aux écrans géants haute définition suspendus au plafond de la salle de bal, ils trouveraient exactement qui ils cherchaient. Terence a serré les dents, supposant que le garde lui faisait une sorte de blague douteuse. Il a poussé avec colère le cordon de velours et a pressé son visage contre la vitre froide des portes du centre de convention. Claire et Vernon l'ont rapidement suivi, plissant les yeux pour voir au-delà des brillants lustres en cristal et de la foule massive de participants d'élite. Ils ont regardé vers l'avant de la salle où se trouvait la scène principale brillamment éclairée. Ils se sont concentrés sur les écrans numériques massifs qui flanquaient le podium, complètement impréparés à l'image bouleversante qui allait être projetée en haute définition à travers tout le lieu. Terence gardait ses mains pressées contre la vitre froide des portes du centre de convention. Son haleine embuait la surface immaculée alors qu'il scrutait la salle de bal massive. Claire et mon père Vernon se tenaient juste à côté de lui, complètement captivés par l'ampleur même de l'événement qui se déroulait à l'intérieur. Les lumières d'ambiance de la grande salle de bal ont lentement diminué pour laisser place à une douce teinte violette. Un seul projecteur blanc éclatant a percé l'obscurité et a éclairé le centre de la scène principale. La douce musique de jazz s'est éteinte et un silence s'est abattu sur les milliers d'invités d'élite assis à leur table drapée de velours. Un homme distingué en smoking blanc impeccable s'est approché du podium en verre poli. C'était le maître de cérémonie de la soirée, et sa voix de baryton profonde résonnait à travers les haut-parleurs massifs, portant parfaitement jusque dans le hall où ma famille attendait. Le maître de cérémonie a souri chaleureusement à la foule et a ajusté son microphone. Il a annoncé qu'il était temps d'honorer le chef d'entreprise le plus influent de l'État. Il a dit, cette année, le sponsor Diamant n'était pas seulement un entrepreneur prospère, mais un véritable visionnaire qui a redéfini tout le paysage des infrastructures commerciales. Terence a levé les yeux au ciel. Marmonnant à Claire qu'ils étaient probablement sur le point de donner un prix à un milliardaire technologique arrogant. Il s'est plaint qu'il perdait un temps précieux à rester dehors alors que ses comptes bancaires restaient gelés. Mais le maître de cérémonie a continué de parler, réclamant l'attention de tout le public. Il a dit que la personne qu'il honorait ce soir avait bâti un empire à partir de rien, en commençant par rien d'autre qu'une éthique de travail acharné et un esprit indomptable. Il a parlé d'une femme qui a discrètement acquis des milliers de contrats de services défaillants et les a transformés en la plus grande entreprise de gestion d'installation du Sud-Est.
Les écrans numériques haute définition massifs flanquant la scène se sont soudainement animés. Un montage vidéo magnifiquement produit a commencé à être diffusé. Il montrait des vues aériennes panoramiques de la ligne d'horizon d'Atlanta, se concentrant sur les dizaines de gratte-ciel commerciaux imposants que mon entreprise gérait. Le maître de cérémonie a fièrement annoncé que cette femme avait brisé tous les plafonds de verre du monde des affaires pour devenir la première femme noire milliardaire autodidacte dans le secteur des services immobiliers commerciaux. Le mot milliardaire a résonné bruyamment dans le hall silencieux. Terence s'est raidi en entendant ce mot spécifique. Claire s'est rapprochée de la vitre, les yeux grands ouverts par une fascination soudaine devant l'étalage indéniable d'une immense richesse. Puis le montage vidéo est passé à un gros plan d'un siège social massif. Le bâtiment élégant en verre arborait un géant logo argenté indiquant Vanguard Facility Service. Le maître de cérémonie a élevé la voix, remplissant la salle d'une énergie électrique. Il a demandé à toute la salle de se lever et d'accueillir la directrice générale de Vanguard Facility Service sur scène. Il a pris une profonde inspiration et a crié mon nom complet, Valérie Washington, dans le micro. Au moment précis où mon nom a résonné dans les haut-parleurs, les écrans géants se sont éclairés d'un portrait époustouflant en haute résolution de mon visage. Je regardais directement la caméra, portant un costume d'affaires cintré et un sourire confiant et imperturbable. Sous mon visage, en lettres d'or massives et élégantes, figuraient mon nom et mon titre de milliardaire. À l'extérieur des lourdes portes en verre, Terence a senti le souffle quitter complètement ses poumons. Il a trébuché en arrière, ses chaussures en cuir coûteuses raclant maladroitement le sol en béton poli. Il a fixé l'écran géant, la bouche grande ouverte. Le ricanement arrogant qu'il avait porté toute sa vie s'est transformé en une expression de choc pur et absolu. Mon père, Vernon, a agrippé le cordon de velours à côté de lui, ses articulations devenant blanches alors qu'il essayait d'empêcher ses genoux de céder sous son poids. L'homme qui s'était moqué de moi parce que j'étais une concierge sans valeur quelques heures auparavant fixait maintenant une projection de 60 pieds de haut du visage de sa fille, célébrée par les personnes les plus puissantes du pays. Il a cligné des yeux rapidement, essayant désespérément de traiter la réalité impossible que la fille qu'il avait rejetée avec désinvolture était en fait un titan de l'industrie. Mais la réaction de Claire a été la plus spectaculaire de toutes. La femme blanche et riche, qui avait passé des années à faire des blagues cruelles et condescendantes sur mes cheveux et ma classe sociale, était absolument sans voix. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Elle a lentement tourné la tête pour regarder Terence, les yeux écarquillés par un mélange terrifiant d'horreur et de prise de conscience soudaine. Elle a regardé de nouveau l'écran géant, regardant la foule à l'intérieur de la salle de bal éclater en une ovation debout massive et assourdissante. Elle a vu des sénateurs d'État puissants et des chefs d'entreprise célèbres se lever de leurs chaises, applaudissant avec enthousiasme la femme qu'elle venait de traiter d'ouvrière manuelle sale. La dissonance cognitive brisait complètement son esprit. Elle s'est rendue compte en temps réel que son mari, l'homme qui ne pouvait même pas payer un dîner de steak, était le véritable échec de la famille. À l'intérieur de la salle de bal, l'équipe de tournage est passée de la vidéo préenregistrée à une diffusion en direct de ma table VIP. Les écrans géants me montraient maintenant assise à côté de mon mari, Derek. J'étais absolument rayonnante dans ma robe de soirée en soie sur mesure. Les lourdes boucles d'oreilles en diamant que Derek m'avait offertes étincelaient brillamment sous les lumières de la salle de bal, attirant l'attention de chaque personne présente. J'ai souri gracieusement aux applaudissements tonitruants et je me suis levé de ma chaise. Derek s'est levé avec moi, m'embrassant fièrement sur la joue avant que je ne m'éloigne de la table. J'ai marché vers la scène principale avec la posture parfaite et confiante d'une femme qui savait exactement quel pouvoir elle tenait entre ses mains. Chaque pas délibéré que je faisais vers ce podium était une réfutation directe des mensonges toxiques que ma famille m'avait racontés toute ma vie. Terence a de nouveau pressé son visage contre la vitre, essayant désespérément de trouver une faille dans l'illusion. Il voulait que ce soit une erreur. Il avait besoin que ce soit une erreur. Mais alors qu'il me regardait monter les marches illuminées de la scène principale, la vérité dévastatrice s'est lourdement abattue sur lui. Je ne louais pas une salle communautaire bon marché. Je ne poussais pas un lourceau de serpillière dans le noir. Je possédais toute la salle. Je possédais l'entreprise de plusieurs millions de dollars qui entretenait les bâtiments qu'il voulait désespérément acheter. J'étais la personne qui détenait les clés du royaume de l'entreprise qu'il avait simulé toute sa vie. Claire a couvert sa bouche de sa main tremblante, complètement incapable de traiter l'ampleur de mon succès. La famille qui avait traversé la ville agressivement pour intimider une concierge impuissante pour un peu de monnaie se tenait maintenant dehors, dans l'air humide de la nuit, ressemblant à des mendiants débraillés scrutant un palais royal intouchable.
Ils étaient complètement exclus de mon monde luxueux, et la réalité terrifiante de leur erreur massive commençait enfin à les écraser. Après que les applaudissements tonitruants se soient enfin calmés, j'ai prononcé un court discours pour remercier mon équipe dévouée et j'ai quitté la scène brillante. La chaleur intense de la salle de bal et les poignées de main interminables des politiciens impatients m'ont donné envie d'un moment de calme. Je me suis penché vers Derek et j'ai chuchoté que j'avais besoin de sortir dans le hall principal pour reprendre mon souffle et prendre un verre d'eau glacée. Derek a hoché la tête et a posé doucement sa main sur le bas de mon dos, me guidant à travers le labyrinthe de tables drapées de velours. Nous avons poussé les lourdes portes en chêne de la salle de bal et sommes entrés dans l'étendue fraîche et silencieuse du grand atrium en marbre. J'ai laissé échapper un long soupir, profitant du silence temporaire. Mais cette paix a duré exactement 3 secondes. Des pas bruyants et agressifs ont résonné brusquement contre le sol en marbre poli. J'ai tourné la tête et j'ai vu ma famille contourner complètement les cordons de sécurité en velours pendant que les gardes étaient momentanément distraits par un chariot de traiteurs. Terence, mon père Vernon et ma belle-sœur Claire marchaient agressivement vers moi. Ils semblaient tout à fait hors de place dans cet environnement de haute société immaculée. Le costume de créateur de Terence était froissé et taché de sueur nerveuse, et ses yeux étaient sauvages avec une énergie maniaque et frénétique. Vernon respirait lourdement, se tenant la poitrine tout en essayant de maintenir sa fausse posture autoritaire. Claire les suivait, le visage complètement pâle et les bras étroitement enlacés autour de son ventre comme si elle était physiquement malade. Ils ne ressemblaient pas à une famille fière venant me féliciter. Ils ressemblaient à des prédateurs désespérés, ciblant leur proie. Terence m'a atteint en premier, réduisant agressivement la distance entre nous jusqu'à ce que Derek s'avance fermement pour lui barrer la route. Terence n'a pas offert un seul mot de félicitation. Il ne s'est pas excusé pour les messages textuels incroyablement cruels qu'il m'avait envoyés quelques heures auparavant. La vidéo massive en haute définition qu'il venait de regarder n'avait absolument pas réussi à pénétrer son épaisse couche d'illusion arrogante. Son ego fragile ne pouvait tout simplement pas traiter le fait que la sœur qu'il traitait comme une moins que rien était en fait une milliardaire autodidacte. Il a pointé un doigt tremblant juste devant mon visage et a commencé à hurler. Sa voix résonnait dans le hall vide, dure et exigeante. Il a hurlé qu'il avait vu la petite présentation vidéo qu'ils avaient diffusée dans la salle de bal. Il a laissé échapper un rire bruyant et amer et m'a dit que c'était un coup de relations publiques très mignon. Terence a affirmé haut et fort que mon entreprise avait dû me mettre sur scène pour remplir une sorte de quota de diversité d'entreprise afin que les vrais propriétaires blancs paraissent bien devant les politiciens. Il a dit qu'il savait que je n'étais qu'une mascotte grassement payée pour Vanguard et qu'il n'y avait absolument aucun moyen qu'une ancienne nettoyeuse de toilettes possède réellement un empire immobilier commercial de plusieurs millions de dollars. Il a exigé que j'arrête de jouer à la poupée et que j'appelle immédiatement mon vrai patron au téléphone. Il a hurlé que ses comptes bancaires étaient gelés à cause d'un privilège commercial ridicule et m'a ordonné d'utiliser mes relations d'entreprise pour forcer la Banque fédérale à libérer ses fonds à l'instant même. Je suis resté là, complètement silencieuse et immobile. Je n'ai pas élevé la voix ni tenté de défendre mes accomplissements. Regarder son effondrement était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Mon père, Vernon, s'est rapidement approché de Terence, essuyant la sueur épaisse de son front avec le revers de sa main. Il a complètement ignoré la réalité de mon succès et est retombé dans ses vieux schémas toxiques en exigeant ma soumission. Vernon a parlé de son ton paternel grave et autoritaire, le même qu'il avait utilisé lorsqu'il m'avait forcé à vider mon compte d'épargne universitaire il y a des années. Il m'a dit que ce n'était pas le moment pour moi de jouer à la dirigeante d'entreprise glamour. Il a dit que les vraies affaires familiales se déroulaient en ce moment même et que je devais me rappeler ma place. Vernon s'est plaint bruyamment que la banque avait bloqué ses fonds de retraite et mis un privilège sur la maison familiale simplement parce qu'il avait co-signé l'énorme prêt commercial de Terence. Il a exigé que j'appelle le président de n'importe quelle banque utilisée par mon entreprise pour lui dire de blanchir le nom de Terence immédiatement. Vernon a même eu l'audace de me dire que si je réglais ce problème financier massif pour eux, il m'autoriserait enfin à assister au dîner de la fête de l'Action de grâce familiale le mois prochain. Il agitait son faux amour conditionnel devant moi comme s'il s'agissait d'une récompense inestimable que je devrais supplier de recevoir. Il a dit que je devais à la famille une obéissance totale et que je devais arrêter de faire comme si j'étais meilleur que simplement parce que je portais une robe chic et quelques faux diamants. Pendant que les deux hommes continuaient de hurler leurs demandes délirantes, Claire restait totalement silencieuse. Elle se tenait à quelques pas, me fixant avec des yeux écarquillés et terrifiés. Contrairement à Terence et Vernon, Claire venait de la vieille bourgeoisie. Elle savait exactement comment lire les signes subtils de la vraie richesse.
Elle a regardé la coupe impeccable de ma robe en soie sur mesure. Elle a regardé les diamants authentiques et lourds reposant sur ma clavicule. Elle a regardé le smoking coûteux et cintré de Derek et la confiance absolue et calme qui émanait de nous deux. Claire savait au fond d'elle-même que la présentation sur la scène principale n'était pas un coup de relations publiques bon marché. Elle savait que j'étais quelqu'un de sérieux. Elle a lentement fait un pas en arrière, se distanciant physiquement de son mari hurlant. Elle a réalisé avec une horreur absolue que Terence se ridiculisait massivement en ordonnant agressivement à une milliardaire d'aller chercher un responsable. Derek se tenait les mains nonchalamment posées dans ses poches, nullement perturbé par les menaces bruyantes et agressives lancées dans notre direction. Il avait passé des années à regarder ces gens démolir systématiquement mon estime de soi. Et ce soir, il allait enfin les voir faire face aux conséquences brutales de leurs propres actions. Terence a remarqué le calme de Derek, et cela n'a fait que l'énerver davantage. Il a crié sur Derek, lui disant de contrôler sa femme et de lui faire ce qu'on lui ordonnait. Derek a simplement souri d'un sourire froid et tranchant qui a envoyé un frisson visible dans le dos de Claire. Terence a frappé son poing contre sa paume ouverte, exigeant que je sorte mon téléphone et que je passe l'appel. Il a menacé de gâcher toute ma soirée et de hurler jusqu'à ce que la presse sorte dans le hall si je ne lui obéissais pas immédiatement. Je l'ai laissé terminer toute sa crise de colère désespérée. J'ai attendu qu'il soit complètement à bout de souffle et qu'il allait bruyamment dans le hall de marbre silencieux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne ressentant absolument aucune pitié pour l'homme pathétique qui se tenait devant moi. J'ai lentement tourné la tête et j'ai adressé à Derek un petit signe de tête complice. Il était enfin temps de briser l'illusion et de leur remettre la vérité dévastatrice imprimée noir sur blanc. Derek a calmement glissé sa main à l'intérieur de la poche de poitrine de sa veste de smoking sur mesure. Il n'a pas sorti de téléphone pour appeler un directeur de banque comme mon père et mon frère l'avaient si agressivement exigé. Au lieu de cela, il a sorti une épaisse enveloppe en papier crème pesant. Il a défait le lien de ficelle et a retiré une pile de documents juridiques impeccables. Les papiers étaient frappés du sceau bleu officiel de la Cour commerciale fédérale et du tampon rouge vif de la division de conformité financière de l'État. Derek a tendu l'épaisse pile de papier vers Terence d'une main parfaitement stable. Terence a fixé les documents pendant une brève seconde avant de les arracher des mains de Derek. Il respirait bruyamment, sa poitrine se soulevant sous son costume froissé alors qu'il ouvrait agressivement la page de couverture. Mon père, Vernon, s'est immédiatement rapproché, se penchant par-dessus l'épaule de Terence pour lire les petits caractères. Ils supposaient tous les deux que je leur remettais une sorte de brochure d'entreprise pathétique ou une fausse menace juridique pour les inciter à quitter le bâtiment. Les yeux de Terence allaient et venaient à travers le jargon juridique dense. Il était promoteur immobilier, il savait donc exactement à quoi ressemblait un avis de défaut commercial. Il a reconnu les codes bancaires standards et les statuts fédéraux listés sur la première page. Il a vu l'adresse exacte de sa précieuse tour M et a imprimé en gras en haut de la deuxième page. Ses mains ont commencé à trembler, faisant bruisser bruyamment le papier épais dans le hall de marbre silencieux. Il a levé les yeux vers moi avec des yeux hagards et confus. Il a exigé de savoir pourquoi j'avais une copie de ses documents bancaires confidentiels et comment je savais même pour le gel financier de ses propriétés. J'ai fait un pas lent et délibéré en avant, réduisant la distance physique entre nous. J'ai gardé une voix incroyablement basse et totalement dépourvue d'émotion. Je lui ai dit que puisqu'il me hurlait d'utiliser mes relations d'affaires pour appeler le patron, j'avais décidé qu'il serait beaucoup plus efficace de lui présenter simplement le patron directement. J'ai levé la main et pointé un seul doigt manucuré vers la 3e page du document qu'il tenait. Je lui ai ordonné de lire le paragraphe en gras sous la section 4. Je lui ai dit de le lire très attentivement parce que ce paragraphe spécifique était la raison exacte pour laquelle il se tenait actuellement dans un hall d'hôtel à mendier de la monnaie à un concierge. Terence a dégluti difficilement. Une grosse goutte de sueur a roulé sur sa tempe alors qu'il baissait de nouveau les yeux vers les documents. Vernon plissait les yeux, essayant de lire le texte dans la lumière ambiante tamisée de l'atrium. Terence a commencé à lire le paragraphe silencieusement, mais ses lèvres bougeaient. Il a lu la clause détaillant la rupture de contrat grave concernant 6 mois de facture de gestion d'installation impayée. Il a lu la clause expliquant comment le défaut de paiement spécifique des fournisseurs déclenchait automatiquement la clause de défaut croisée sur son hypothèque principale de 7,8 millions de dollars. Il a vu le montant exact du privilège d'urgence qui venait de geler chaque actif possédé par sa société de portefeuille. Mais la dernière pièce du puzzle n'était pas encore en place. Il m'a regardé et a hurlé que cela n'expliquait toujours pas pourquoi j'avais ces papiers.
Il a prétendu frénétiquement que sa dette était envers une petite équipe de nettoyage locale appelée Premier Property Solutions et qu'il n'avait absolument aucune idée de la raison pour laquelle mon entreprise était impliquée dans ce pétrin. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement tapoté mon doigt contre le bas de la page, juste à côté de la ligne de signature. Je lui ai dit de regarder le nom du créancier principal. Je lui ai dit de regarder le nom de l'entité corporative qui avait légalement racheté sa dette, absorbé son fournisseur de nettoyage et autorisé l'exécution financière contre son hypothèque principale. Terence a lentement déplacé son regard vers le bas du papier épais. Imprimé en lettres noires grasses, juste au-dessus du sceau officiel de la Cour, se trouvait le nom de l'agence d'exécution, Vanguard Facility Service. Sous ce nom se trouvait la signature autorisée de la directrice générale, Valérie Washington. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de silence lourd et étouffant qui survient juste après une explosion massive. Terence a cessé de respirer. Ses yeux se sont agrandis jusqu'à une taille impossible alors qu'il fixait ma signature. Il a regardé le document juridique dans ses mains tremblantes, puis le logo géant de l'entreprise affiché sur les écrans à l'intérieur de la salle de bal, et enfin mon visage. L'ampleur de son erreur de calcul l'a frappé avec la force d'un train à grande vitesse. L'entité corporative sans visage qu'il avait activement escroqué et ignoré pendant 6 mois n'était pas un groupe aléatoire d'ouvriers faibles. C'était moi. La sœur qu'il avait moquée, intimidée et rejetée était la personne même qui possédait désormais légalement la dette massive qui écrasait son univers entier. Vernon a laissé échapper un étrange son étouffé du fond de sa gorge. Il a lu le nom de mon entreprise sur le document juridique et a physiquement trébuché en arrière. Il a heurté un large pilier de marbre et a dû utiliser ses 2 mains pour s'empêcher de s'effondrer sur le sol. Le père qui avait volé mon fonds universitaire pour choyer son fils prodigue regardait maintenant directement les conséquences mortelles de son favoritisme extrême. Il a réalisé que je n'avais pas seulement construit une entreprise prospère. J'avais construit une arme financière et je l'avais pointée directement au cœur de leur faux empire. Derek se tenait parfaitement immobile à mes côtés, regardant ces hommes arrogants s'effondrer sous le poids de leur propre folie. Il n'a pas jubilé ni souri. Il a simplement laissé les documents dévastateurs parler d'eux-mêmes. Les mains parfaitement manucurées de Terence tremblaient si violemment que le papier épais menaçait de se déchirer. La climatisation fraîche du hall semblait soudain glacer la sueur sur son front. Il avait passé toute sa vie à croire qu'il était intouchable simplement parce qu'il était né garçon et favorisé par notre père. Il avait utilisé mes ressources et mon estime de soi comme des tremplins pour grimper dans un monde auquel il n'appartenait pas vraiment. Maintenant, il tombait de cette hauteur massive et il n'y avait absolument rien pour le rattraper. Claire est lentement sortie de l'ombre du hall. Elle s'est approchée de son mari et a arraché avec force les documents de ses mains tremblantes. Elle ne se souciait pas du jargon juridique. Elle ne se souciait que des noms et des chiffres. Elle a vu le chiffre de 7,8 millions de dollars, et elle a vu mon nom listé comme l'autorité ultime sur cette somme d'argent massive. Elle a regardé Terence avec un niveau de dégoût pur que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a réalisé que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas un titan de l'industrie brillant et riche. C'était un fraudeur imprudent qui avait construit toute son identité sur de l'argent emprunté et de la fierté volée. Et pire encore, il avait été assez fou pour s'attaquer à la seule personne qui détenait le pouvoir de tout détruire. Terence a ouvert la bouche pour parler, mais absolument aucun son n'est sorti. Il était complètement paralysé par la réalité terrifiante que le petit concierge qu'il méprisait était en fait le maître absolu de son univers financier. Terence restait totalement figé, incapable de comprendre le piège massif dans lequel il était tombé. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de se ressaisir ou de formuler un autre mensonge arrogant. Je l'ai regardé directement dans ses yeux paniqués et j'ai commencé à expliquer exactement comment j'avais orchestré sa chute complète. J'ai gardé une voix parfaitement égale, laissant les faits froids et durs faire le travail. Je lui ai dit que je surveillais ses dépenses imprudentes depuis des années. Je savais qu'il était très endetté et qu'il comptait entièrement sur l'argent emprunté pour maintenir son style de vie de faux milliardaire. Lorsque mon équipe d'acquisition d'entreprise a découvert que sa société de portefeuille utilisait l'un des plus petits fournisseurs régionaux de nettoyage que nous avions récemment racheté, j'ai vu l'opportunité parfaite de lui faire enfin rendre des comptes. J'ai expliqué que j'avais personnellement ordonné à mon service comptable d'ignorer ses factures impayées. J'ai dit à mes agents financiers de placer son compte dans un dossier d'attente spécial. Habituellement, un fournisseur commercial interrompt ses services après 30 jours de non-paiement et envoie le dossier à une agence de recouvrement, mais j'ai ordonné à mes équipes de continuer à nettoyer son immense immeuble de verre chaque nuit.
Je voulais qu'il se sente parfaitement à l'aise dans son illusion. Je voulais qu'il pense qu'il était un génie des affaires impitoyable pour avoir soutiré de la main-d'œuvre gratuite à une petite entreprise. Je l'ai laissé ignorer les relevés de facturation pendant 6 mois entiers, permettant à la dette de devenir suffisamment importante pour déclencher légalement les clauses de pénalité sévères cachées au plus profond de son contrat d'hypothèque principal. Mon service de facturation lui a envoyé plusieurs lettres d'avertissement imprimées sur du papier standard bon marché parce que je savais que son ego démesuré lui ferait les jeter directement à la poubelle sans même en lire les petits caractères. Terence secouait la tête de gauche à droite, essayant désespérément de nier la réalité de mes paroles. Il a bégayé que c'était illégal et que je ne pouvais pas simplement lui tendre un piège massif sans avertissement. J'ai souri d'un tout petit sourire très froid. Je lui ai dit que tout ce que j'avais fait était parfaitement légal et méticuleusement documenté par mon armée d'avocats d'affaires. Je lui ai rappelé que c'était lui qui avait signé les accords de prêt commercial stricts. Je lui ai expliqué la clause de défaut croisée en utilisant des mots lents et simples comme si je parlais à un enfant limité. Je lui ai dit que parce qu'il était en défaut envers son fournisseur d'infrastructures essentielles, la banque principale le considérait légalement comme un risque d'insolvabilité. En ne payant pas l'équipe de nettoyage, il s'était automatiquement mis en défaut sur l'intégralité du prêt immobilier de 7,8 millions. Il avait utilisé l'argent qu'il devait à mon entreprise pour s'acheter des steaks vieillis, des costumes de créateur et un faux style de vie. Pendant que j'attendais patiemment le moment idéal pour lui couper l'herbe sous le pied, Vernon cherchait son souffle, s'appuyant lourdement contre le pilier de marbre. Il a essayé de parler en utilisant sa voix profonde et autoritaire, mais il n'en est sorti qu'un sifflement faible et pathétique. Il m'a supplié de prendre simplement l'immeuble commercial et de le laisser en dehors de ça. Il a dit que c'était Terence qui avait fait l'erreur, pas lui. J'ai lentement détourné mon regard de mon frère pour me concentrer entièrement sur l'homme qui avait volé mon fonds universitaire. La lâcheté pure de mon père jetant instantanément son enfant chéri sous les roues du train pour se sauver lui-même était absolument dégoûtante, mais entièrement prévisible. Il était parfaitement heureux de profiter du succès de Terence quand il buvait du vin cher. Mais dès que l'addition massive est arrivée, il était prêt à sacrifier son propre fils pour sauver sa peau. Je me suis approché de Vernon, le regardant droit dans les yeux. Je lui ai dit que je ne prenais pas seulement la propriété commerciale. Je lui ai expliqué le concept de caution. Je lui ai rappelé qu'il était si désespéré de voir Terence réussir qu'il avait aveuglément co-signé l'énorme prêt commercial en utilisant notre maison d'enfance comme garantie. J'ai dit à Vernon qu'en vertu des termes explicites de la clause de défaut croisée, la dette de la société de portefeuille était devenue sa dette personnelle à la seconde même où le privilège avait été exécuté. Mon entreprise n'a pas seulement gelé les comptes professionnels de Terence. Nous avons gelé les fonds de retraite de Vernon, ses comptes chèques et son épargne personnelle. Il était légalement lié au navire de Terence qui coulait, et l'eau s'engouffrait déjà. Vernon a commencé à sangloter ouvertement, là même dans le grand hall. De grosses larmes laides coulaient sur ses joues ridées. Il m'a supplié, disant que la maison était son seul actif et qu'il serait sans abri si je saisissais. J'ai regardé les larmes couler sur son visage et je n'ai absolument rien ressenti. Je lui ai rappelé le jour où il était entré dans ma chambre pour me voler l'argent que j'avais durement gagné. Je lui ai rappelé le jour où il avait pris mes clés de voiture et m'avait forcé à attendre à des arrêts de bus dangereux au milieu de la nuit juste pour que son fils ait l'air riche. Je lui ai dit qu'il avait misé toute sa vie sur son fils prodige et que ce soir, la maison avait finalement perdu. J'ai dit à Vernon que les documents de saisie avaient déjà été déposés auprès du greffier du comté. J'ai dit que la banque enverrait un avis d'expulsion à sa porte d'ici la fin de la semaine. Je me suis assuré qu'il comprenne que mon entreprise, Vanguard Facility Service, était l'entité saisissant légalement sa propriété pour rembourser la dette impayée. Terence a tenté d'intervenir, saisissant mon bras et criant que j'étais un monstre de faire ça à mon propre sang. Derek s'est immédiatement avancé et a repoussé avec force la main de Terence, se tenant de manière protectrice entre nous. Derek a dit à Terence de ne plus jamais me toucher ou il ferait personnellement en sorte que l'équipe de sécurité d'élite l'expulse menotté. J'ai regardé mon frère et je lui ai dit que j'agissais simplement en tant que femme d'affaires prospère. Je lui ai rappelé son SMS de plus tôt dans la soirée. Je lui ai dit qu'il avait tout à fait raison sur un point. Un simple concierge ne pourrait jamais réaliser une exécution corporative de 7,8 millions de dollars, mais une directrice générale avec un parrainage de niveau diamant et une équipe d'avocats impitoyables le pouvait parfaitement. Je lui ai dit qu'il avait construit toute sa vie sur l'hypothèse que je serais toujours en dessous de lui. J'ai expliqué que pendant qu'il était occupé à acheter des costumes chers et à louer des voitures de sport pour impressionner des gens qui ne se souciaient pas de lui,
je construisais discrètement une machine assez puissante pour l'écraser d'un simple clic. Claire regardait tout l'échange avec une fascination morbide. Elle a vu la détermination absolue dans mes yeux. Elle savait qu'il n'y avait pas de faille secrète ni de sauvetage de dernière minute. La logique d'entreprise était imparable et totalement dévastatrice. J'avais utilisé leur propre arrogance contre eux. Je leur avais donné assez de cordes pour se pendre et ils avaient avidement noué le nœud coulant. La prise de conscience qu'ils étaient complètement ruinés financièrement, socialement et légalement pesait lourdement dans l'air froid du hall. Je me tenais droite, me sentant plus légère que je ne l'avais jamais été de toute ma vie, ayant enfin rendu la justice exacte qu'ils méritaient tant. Claire se tenait immobile au centre du grand hall en marbre, fixant l'homme qu'elle avait épousé. Les documents juridiques dévastateurs reposant dans les mains tremblantes de Terence étaient la preuve indéniable de sa ruine financière complète. Pendant des années, elle avait cru à ses mensonges assurés et à sa posture arrogante. Elle avait défendu ses tactiques commerciales agressives auprès de ses parents fortunés, affirmant qu'il était un brillant magnate de l'immobilier autodidacte, destiné à rejoindre les rangs des vieilles familles de l'élite. Mais en le regardant maintenant, transpirant et en état d'hyperventilation dans un costume froissé, elle voyait enfin la vérité absolue. Terence n'était pas un titan de l'industrie. C'était un petit garçon pathétique jouant à se déguiser avec de l'argent emprunté et des actifs volés. Il était une fraude totale. Elle réalisa que chaque chose dont il s'était vanté était une illusion soigneusement construite, conçue pour la manipuler, elle et sa riche famille. Le prestigieux promoteur immobilier dont elle était tombée amoureuse n'existait tout simplement pas. Le lourd silence du hall fut finalement brisé par un rire dur et amer. Le son venait de Claire. Elle secoua lentement la tête, ses cheveux blonds parfaitement coiffés tombant légèrement sur ses épaules. Elle s'avança, mais pas pour réconforter son mari. Elle pénétra dans son espace personnel avec un regard de pur venin dans les yeux. Elle lui demanda d'une voix basse et dangereuse si quoi que ce soit avait jamais été réel. Elle exigea de savoir si les dîners coûteux, les vacances de luxe et les voitures de sport louées étaient tous financés par le travail non payé d'une entreprise de nettoyage commercial. Elle pointa un doigt manucuré vers sa poitrine et lui demanda s'il avait réellement possédé une seule chose dans toute sa vie pathétique. Elle demanda si les écoles privées où ils avaient prévu d'envoyer leurs futurs enfants allaient être payées avec de l'argent volé, elles aussi. Sa voix coupa le silence du hall comme une lame de rasoir tranchant son ego fragile. Terence essaya de tendre la main pour saisir ses mains, ayant désespérément besoin que sa femme l'ancre au milieu de son univers qui s'écroulait. Il la supplia, sa voix se brisant sous l'effet d'une panique pure. Il lui dit qu'il traversait juste un problème temporaire de trésorerie et qu'il pourrait facilement tout arranger si elle restait simplement à ses côtés. Mais alors, son désespoir le poussa à commettre la plus grande erreur de sa vie. Il regarda Claire avec des yeux suppliants et sauvages et lui demanda carrément d'appeler son riche père. Il la supplia de demander à sa famille un prêt à court terme pour couvrir le privilège de 7,8 millions de dollars. Il promit qu'il rembourserait son père avec intérêt dès que la banque débloquerait ses comptes d'exploitation. Il affirma désespérément qu'il ne s'agissait que d'un énorme malentendu et qu'une injection rapide de l'argent de sa famille ferait disparaître tout ce cauchemar. Cette demande lâche fut le point de rupture absolue pour Claire. Le dernier lambeau de respect qu'elle avait pour lui s'évapora instantanément. Elle repoussa violemment ses mains tendues, reculant comme si le toucher allait lui transmettre une maladie mortelle. Elle éleva la voix, sa colère résonnant avec force contre les murs en marbre du hall. Elle l'insulta, le traitant de fraudeur parasite et dégoûtant. Elle hurla qu'il avait absolument perdu la tête s'il pensait que sa prestigieuse famille allait remettre près de 8 millions de dollars pour renflouer un escroc raté qui ne pouvait même pas payer sa propre sœur. Elle lui dit que son père avait toujours soupçonné qu'il n'était rien de plus qu'un petit arnaqueur portant une fausse montre de luxe. Elle hurla qu'elle avait ruiné sa propre réputation dans la haute société rien qu'en s'associant à lui et qu'elle ne le laisserait pas l'entraîner devant le tribunal des faillites. Claire ne retint pas sa cruauté. Elle voulait le blesser exactement autant qu'il venait de l'humilier devant toute l'élite de la ville. Elle avoua que ses parents avaient secrètement effectué une vérification de ses antécédents financiers avant le mariage, mais qu'elle l'avait aveuglément défendu contre leurs avertissements. Elle dit à Terence qu'il était un embarras total pour son cercle social. Elle dit qu'elle n'allait pas passer une seconde de plus à prétendre être l'épouse solidaire d'un criminel fauché qui vole sa propre famille pour s'offrir des dîners de steak. Elle indiqua très clairement que leur mariage était complètement terminé et que les avocats influents de sa famille auraient rédigé les papiers du divorce avant le lever du soleil demain matin. Elle lui promit que son équipe juridique démantèlerait tous les actifs qui lui restaient pour s'assurer qu'elle s'en sorte totalement propre.
Terence tomba à genoux là même, sur le sol poli. Il saisit l'ourlet de sa coûteuse robe de soie, pleurant et la suppliant de ne pas l'abandonner alors qu'il n'avait plus absolument rien. Il sanglota qu'il l'aimait et qu'ils étaient censés être une équipe imbattable. Claire le regarda de haut avec une expression froide et vide, totalement dépourvue de sympathie ou d'amour. Elle porta la main à sa main gauche et saisit l'énorme bague de fiançailles en diamant et l'alliance assortie dont Terence s'était toujours vanté. Elle retira les bagues lourdes de son doigt d'un geste sec et agressif. Elle regarda les diamants étincelants et laissa échapper un autre rire dur, lui disant que le bijoutier allait probablement les reprendre d'ici la fin de la semaine de toute façon. Elle lui dit que les bagues ne signifiaient plus absolument rien pour elle parce qu'elles avaient été achetées avec des mensonges et entretenues par le dur labeur de la sœur qu'il maltraitait constamment. Elle jeta les bagues lourdes directement contre sa poitrine. Le métal heurta sa veste de costume et tinta bruyamment sur le sol en marbre dur, roulant vers le bureau de la sécurité. Claire ne regarda même pas où elles atterrirent. Elle sortit calmement son smartphone de son sac de créateur et ouvrit son application de VTC. Elle commanda tranquillement un service de voiture noire premium pour l'emmener directement dans l'immense domaine de ses parents dans les banlieues sélectes du Nord. Elle resta là à attendre sa voiture, ignorant complètement les sanglots pathétiques de l'homme à genoux à ses pieds. Elle ne lui dit pas un mot de plus. Elle ne regarda même pas mon père, Vernon, qui était toujours appuyé contre un pilier, pleurant sur sa maison perdue. Elle les traita simplement comme les déchets qu'ils étaient, enjambant les morceaux brisés de leur faux empire avec une indifférence absolue. Quelques minutes plus tard, une élégante berline de luxe noire s'arrêta au bord du trottoir devant les massives portes vitrées du centre de convention. Claire ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule et lissa le devant de sa robe de soie blanche. Elle tourna légèrement la tête et me regarda pour la toute première fois depuis que j'avais remis les documents juridiques. Elle ne s'excusa pas pour ses commentaires racistes ou ses années de comportement cruel, mais elle me fit un signe de tête lent et respectueux, reconnaissant que je les avais complètement battus à leur propre jeu. Puis elle se retourna et sortit par les lourdes portes vitrées sans jamais regarder en arrière. Terence resta au sol, regardant les feux arrière de sa voiture disparaître dans la nuit noire d'Atlanta, le laissant entièrement seul avec la dette massive qu'il avait créée. La grande illusion était morte, et Claire s'était échappée du navire en perdition juste à temps, laissant les deux hommes arrogants se noyer dans leurs propres échecs dévastateurs. Les lourdes portes vitrées du centre de convention se refermèrent lentement, emprisonnant l'air chaud et humide à l'extérieur. Mon père, Vernon, était toujours lourdement appuyé contre l'épais pilier de marbre. Il regarda la berline de luxe noire emporter sa riche belle-fille dans la nuit. Il baissa les yeux vers Terence, qui était toujours à genoux sur le sol froid et poli. La réalité de la situation pénétra enfin le crâne épais de mon père. Il n'y avait pas de compte bancaire secret ou de fonds fiduciaires cachés attendant de les secourir. La grande illusion était complètement brisée. Vernon réalisa que sa précieuse maison familiale était officiellement la propriété de mon entreprise. Il se repoussa lentement du pilier de marbre. Ses jambes tremblaient si fort qu'il pouvait à peine faire un pas correct en avant. Le grand et imposant patriarche qui avait dicté toute ma vie avait soudainement vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. Il traîna les pieds sur le sol du hall, ressemblant à un vieil homme brisé et terrifié. Il s'arrêta à quelques pas de moi et de Derek. Il ne me regarda pas avec la moue arrogante que j'avais tant l'habitude de voir. Au lieu de cela, ses yeux étaient grands ouverts et remplis de larmes de supplication désespérée. Il joignit ses mains ridées devant sa poitrine. Il était sur le point de faire exactement la chose qu'il m'avait toujours interdite. Vernon força un terrible sourire tremblant sur son visage. Il essaya de parler, mais sa voix était complètement creuse et dépouillée de toute son ancienne autorité tonitruante. Il m'appela par mon nom en utilisant un ton doux et gentil que je n'avais pas entendu depuis que j'étais une très jeune enfant. Il m'appela sa douce fille. L'hypocrisie pure de ces mots flottait dans l'air froid du hall, me soulevant le cœur. Il fit un autre pas vers moi, tendant une main tremblante. Derek changea immédiatement de posture, se préparant à intercepter le mouvement, mais je levai la main, faisant signe à mon mari de le laisser parler. Je voulais entendre jusqu'où mon père s'abaisserait. Vernon commença à divaguer, ses phrases s'enchaînant dans un flux frénétique de manipulation. Il me dit que la famille était la chose la plus importante au monde et que le sang était plus fort que n'importe quel contrat d'entreprise. Il ignora complètement le fait qu'il avait passé toute ma vie à traiter mon sang comme s'il était empoisonné. Il s'écria qu'il n'était qu'un vieil homme insensé qui avait fait quelques erreurs en chemin. Il essaya de réécrire toute notre histoire douloureuse en se tenant là, dans le hall.
Il prétendit qu'il avait toujours été dur avec moi parce qu'il savait secrètement que j'avais le potentiel d'être une brillante milliardaire. Il essaya réellement de s'attribuer le mérite de mon succès massif. C'était la démonstration de délire narcissique la plus dégoûtante dont j'ai jamais été témoin. Il sanglota ouvertement, les larmes trempant le col de sa chemise bon marché. Il me promit que tout serait différent à partir de maintenant. Il jura qu'il forcerait Terence à me présenter des excuses chaque jour. Il promit que je serais l'invité d'honneur à chaque future réunion de famille et qu'il parlerait fièrement de sa fille géniale à tous ses amis. Il me supplia de déchirer les documents juridiques et d'annuler le gel bancaire fédéral. Il me pria de le laisser garder sa maison et ses fonds de retraite. Il tomba à genoux juste à côté de mon frère, me regardant avec un désespoir pathétique. Je me tenais droite dans ma robe de soirée sur mesure, regardant de haut les deux hommes qui avaient ruiné mon enfance. Pendant des années, j'avais fantasmé sur ce moment précis. Je rêvais que mon père reconnaisse enfin ma valeur et me supplie de lui pardonner. Je pensais que cela m'apporterait un sentiment de conclusion émotionnelle, ou du moins un sentiment de profonde tristesse. Mais en le regardant maintenant, agenouillé sur le sol en marbre, pleurant pour une maison, je ne ressentais absolument rien. Il n'y avait pas de tristesse, et il n'y avait pas de pitié. L'homme qui sanglotait à mes pieds ne m'aimait pas. Il ne se souciait pas des années d'abus émotionnels qu'il m'avait fait subir. Il ne se souciait que de ses comptes bancaires et de son image publique fragile. Je le laissai pleurer pendant encore quelques minutes, laissant le silence pesant du hall amplifier ses sanglots humiliants. Puis je me penchai lentement, réduisant la distance physique entre nous. Je voulais m'assurer qu'il entende clairement chaque mot. Je n'ai pas hurlé ni crié comme il le faisait toujours quand il voulait affirmer sa domination. Je gardai ma voix incroyablement calme et parfaitement froide. Je le regardai droit dans ses yeux remplis de larmes et lui dis d'arrêter de pleurer. Je lui rappelai le SMS qu'il m'avait envoyé quelques heures auparavant. Je lui rappelai qu'il avait refusé de mettre un costume pour regarder une simple concierge tenir une serpillière dorée. Je regardai son visage s'effondrer alors que ses propres mots cruels étaient utilisés contre lui. Je lui dis qu'il avait absolument raison à mon sujet. Je lui dis que je n'étais pas une douce fille ou une sauveuse d'entreprise. Je regardai les deux hommes tremblants sur le sol et portai le coup final absolu. Je lui dis que je ne suis qu'une concierge, papa, et que ce soir, je sors les poubelles. Les mots tombèrent avec la force dévastatrice d'un coup physique. Vernon eut un haut le cœur, se tenant la poitrine comme si l'air avait été violemment expulsé de ses poumons. Terence ferma les yeux, complètement incapable de me regarder. La finalité dans ma voix ne laissait absolument aucune place à la négociation ou aux faux espoirs. Ils réalisèrent à ce moment précis que les ponts qu'ils avaient passé leur vie à brûler avaient maintenant totalement disparu. Je me redressai lentement, lissant le devant de ma robe de soie et les laissant à leur ruine. Je levai la main droite et attirai l'attention du massif agent de sécurité qui se tenait près de l'entrée principale. C'était exactement le même garde qui s'était moqué de Terence et de mon père devant les cordons de velours plus tôt dans la soirée. Il avait observé toute notre interaction à une distance sûre, attendant mon signal. Au moment où je levai la main, il toucha son oreillette et fit un signe de tête sec. En quelques secondes, 4 membres du personnel de sécurité hautement qualifiés, vêtus de costumes noirs impeccables, descendirent vers notre position dans le hall. Leurs pas lourds résonnaient contre le sol en marbre poli, signalant la fin absolue de l'intrusion pathétique de ma famille. À cet instant précis, les lourdes portes en chêne de la grande salle de bal s'ouvrirent. Le service du dîner officiel venait de se terminer, et des dizaines de chefs d'entreprise les plus puissants d'Atlanta commencèrent à filtrer dans l'atrium pour socialiser et chercher des verres au bar ouvert. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Le hall se remplit rapidement des personnes même que Terence avait passé toute sa vie d'adulte à essayer désespérément d'impressionner. Ils entrèrent dans l'air frais de l'atrium, tenant leurs coupes de champagne en cristal et leurs cigares coûteux. Leurs conversations décontractées s'estompèrent naturellement lorsqu'ils remarquèrent la scène tendue qui se déroulait près de l'entrée principale. Ils virent la commanditaire diamant de la soirée se tenant droite aux côtés de son mari, tandis que 2 hommes débraillés étaient agenouillés sur le sol, entourés d'agents de sécurité d'élite. Le chef de la sécurité se plaça directement devant Terence et lui ordonna de se lever et de quitter les lieux immédiatement. Terence regarda autour de lui et vit la foule des élites fortunées le fixer. Il vit les regards tranchants et jugeurs des juges fédéraux, des politiciens de l'État et des investisseurs de grandes entreprises à qui il avait menti pendant des années. La panique pure dans sa poitrine se mua en une rage soudaine et désespérée.
Il ne pouvait pas supporter l'humiliation publique d'être jeté dehors comme un vulgaire criminel. Il se releva avec difficulté, sa veste de costume froissée pendant maladroitement sur ses épaules. Il bomba le torse et essaya d'affirmer sa fausse dominance une dernière fois. Il pointa un doigt tremblant vers le garde et hurla que personne n'avait le droit de toucher un milliardaire promoteur immobilier. Un rire tonitruant résonna de la foule des spectateurs. Un monsieur distingué, plus âgé, s'avança du groupe des élites. C'était Marcus Vance, le directeur général de la plus grande entreprise de promotion immobilière commerciale de l'État et le plus grand rival industriel de Terence. Marcus prit une lente gorgée de son bourbon coûteux et regarda Terence avec une pitié absolue. Il déclara assez fort pour que tout le hall entende que Terence n'était plus un promoteur, car le mot s'était déjà répandu aux tables de direction que son hypothèque principale était en défaut catastrophique. Marcus sourit d'un sourire cruel et entendu, et dit à Terence que tout le monde dans la salle savait déjà que sa société holding était complètement insolvable. Il dit que les cadres bancaires à sa table pariaient déjà sur la rapidité avec laquelle les propriétés de Terence seraient vendues aux enchères pour payer le privilège de Vanguard. Entendre sa ruine financière absolue diffusée à toute la salle brisa complètement ce qui restait de la santé mentale fragile de Terence. Il laissa échapper un cri fort et furieux et se jeta vers Marcus, oubliant complètement l'équipe de sécurité massive qui l'entourait. Il ne fit même pas de pas. Le chef de la sécurité saisit Terence par le col de son costume coûteux et lui tordit le bras avec expertise derrière le dos. Terence poussa un cri de douleur aiguë alors que son visage était plaqué contre le froid pilier de marbre. Le garde le maintint facilement en place, neutralisant complètement la menace pathétique. Terence donnait des coups de pied et se débattait, hurlant qu'il allait poursuivre le centre de convention et détruire chaque personne dans la salle. Son comportement sauvage et animal ne fit que cimenter sa destruction sociale complète. Les riches clients le regardaient avec des expressions de pur dégoût, se chuchotant à quel point le garçon arrogant était tombé bas. Pendant que Terence était physiquement contenu, deux autres gardes s'approchèrent de mon père. Vernon était toujours agenouillé sur le sol, figé dans un état de choc complet. Il regarda la foule de gens puissants qui le fixaient. C'était le genre de personne dont Vernon prétendait toujours être le meilleur ami. Maintenant, ils le regardaient comme s'il était un insecte dégoûtant qui s'était glissé d'une manière ou d'une autre dans leur palais immaculé. Les agents de sécurité saisirent Vernon par le haut des bras et le redressèrent brutalement. Il ne résista pas. Il ne cria pas et n'essaya pas d'utiliser sa voix tonitruante. Toute la fausse fierté et l'ego toxique avaient été complètement vidés de son corps. Il garda la tête basse, fixant ses chaussures bon marché et raflait alors que les gardes commençaient à le faire marcher vers les lourdes portes vitrées. Le garde principal poussa Terence en avant, le faisant marcher d'un pas cadencé et douloureux juste derrière mon père. Terence continuait de se débattre, jurant bruyamment et exigeant d'être relâché. Il regarda derrière son épaule, essayant de croiser mon regard une dernière fois. Il cherchait un lambeau de sympathie, un minuscule éclat d'amour fraternel qu'il pourrait exploiter pour se sauver. Mais je lui tournai simplement le dos. Je passai mon bras sous celui de Derek, et nous nous éloignâmes du tumulte, retournant directement vers la chaleur et la célébration de la grande salle de bal. Je ne regardai même pas en arrière quand les lourdes portes vitrées furent poussées avec force. Je n'ai pas regardé les agents de sécurité jeter littéralement mon frère et mon père dans la nuit humide d'Atlanta. J'entendis le clic sec des massifs verrous de sécurité se mettant en place, garantissant qu'ils ne pourraient jamais revenir. Leur destruction sociale et financière était absolue, et j'étais enfin entièrement libre. Une année entière s'est écoulée depuis cette nuit inoubliable au centre de convention. Le vent frais de l'automne soufflait doucement sur la terrasse extérieure massive où je me trouvais actuellement. Je m'appuyais contre l'épaisse balustrade en verre, regardant l'horizon scintillant et étendu du centre-ville d'Atlanta. Le bâtiment sous mes pieds ne s'appelait plus la tour Emea. Les massives lettres d'argent fixées à l'avant du gratte-ciel affichaient désormais fièrement le nom de Tour Vanguard. Ma société avait réussi à acquérir le bâtiment lors de la vente aux enchères fédérales, payant des clopinettes après l'effondrement complet de la société holding de Terence. Je pris une lente gorgée de mon champagne millésimé parfaitement frais et souris alors que Derek enroulait ses bras puissants autour de ma taille par derrière. Il posa son menton sur mon épaule, et nous regardâmes le soleil se coucher lentement sur notre magnifique et immense empire. La justice que l'univers a rendue à ma famille n'était rien de moins que poétique. Les tentatives désespérées de Terence pour sauver sa fausse richesse avaient échoué misérablement. Lorsque Claire a demandé un divorce très agressif, ses puissants avocats l'ont complètement démantelé. Ils ont découvert des années de fraude financière,
des dettes de cartes de crédit cachées et des demandes de prêts falsifiées. Terence a été contraint de déclarer une faillite totale pour éviter d'aller en prison fédérale. Ses voitures de luxe louées ont été saisies au milieu de la nuit. Ses costumes sur mesure ont été vendus à un dépôt-vente pour payer ses frais juridiques. Aujourd'hui, l'ancien magnate de l'immobilier travaille 40 heures par semaine dans un magasin de chaussures discount dans un centre commercial délabré à la périphérie de la ville. Il passe ses journées agenouillé sur un tapis bon marché, à mesurer les pieds de clients en colère et à stocker des boîtes lourdes dans une arrière-boutique poussiéreuse. L'homme qui refusait de s'asseoir à une table avec une concierge effectuait maintenant un travail manuel pour le salaire minimum, complètement dépouillé de sa fierté arrogante. Mon père, Vernon, a été confronté à une réalité tout aussi dévastatrice. Le jour où la banque a officiellement saisi sa maison familiale bien-aimée, il a essayé de m'appeler 37 fois. Il a laissé des dizaines de messages vocaux frénétiques, pleurant et me suppliant de le laisser rester dans la maison où il vivait depuis 40 ans. Je n'ai jamais rappelé une seule fois. J'ai simplement transmis ces messages vocaux à mon équipe juridique qui a pris des dispositions avec un shérif local pour gérer son expulsion formelle. Aujourd'hui, Vernon vit dans un petit appartement d'une chambre exiguë, juste à côté d'une autoroute bruyante. Ses comptes de retraite massifs ont été complètement effacés pour satisfaire le privilège commercial. Il survit donc entièrement grâce à un maigre chèque de sécurité sociale. Il passe ses journées assis dans un fauteuil inclinable bon marché à regarder une petite télévision, complètement seul. Il a chassé la seule fille qu'il ait jamais vraiment aimée et qui a tout sacrifié pour un fils qui refuse maintenant même de lui parler. Ils sont piégés dans des prisons qu'ils ont eux-mêmes construites et ils n'ont absolument personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Debout ici, sur le balcon du Penthouse, entouré d'un amour véritable et d'un succès inimaginable, j'ai réalisé que ma plus grande victoire n'était pas d'acquérir ce bâtiment massif ou de les regarder perdre leur argent. Ma plus grande victoire a été de comprendre enfin que ma valeur n'a jamais été liée à leur approbation toxique. Pendant des années, j'ai pensé que je devais m'épuiser pour gagner une infime part de leur affection. Je pensais qu'être la fille parfaite signifiait absorber leurs abus avec un sourire. Mais une vraie famille n'exige pas votre destruction en échange de son amour. Au moment où j'ai arrêté d'essayer de sauver des gens qui essayaient activement de me noyer, j'ai enfin appris à respirer. J'ai coupé le poids mort de ma vie et je me suis envolé plus haut qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je me retournai et posai ma tête contre la poitrine de Derek, écoutant le rythme régulier et apaisant de son cœur. Nous levâmes nos verres de cristal et trinquâmes silencieusement à notre avenir beau et paisible, un avenir totalement exempt de manipulation, de jalousie et d'attentes cruelles. Les cicatrices émotionnelles qu'ils m'ont laissées se sont enfin estompées, se transformant en de puissants rappels de ma propre résilience incassable. Je ne suis plus le bouc émissaire mal aimé de la famille Washington. Je suis l'architecte de mon propre destin extraordinaire. Avez-vous déjà dû vous éloigner de membres de votre famille toxique qui ne vous appréciaient que pour ce qu'ils pouvaient vous prendre? Avez-vous déjà ressenti la paix incroyable qui vient en vous choisissant enfin plutôt que les personnes qui vous blessent? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires personnelles de résilience et de définition de limites dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour entendre d'autres histoires authentiques sur la façon de surmonter les traumatismes familiaux et de reprendre votre pouvoir. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte actuellement avec une dynamique familiale toxique, partagez cette vidéo avec lui comme un rappel que s'en aller n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'acte ultime de préservation de soi. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage incroyable. Et rappelez-vous que vous êtes l'auteur de votre propre histoire et que vous avez le droit absolu d'en retirer les personnages qui ne méritent plus de place dans vos chapitres.